Je vous souhaite la bienvenue à tous. Merci de vous être déplacés jusqu'à nous et ce bel amphithéâtre ce soir. La conférence prend place dans l'organisation des Interpôles 2018 Garçons, donc, qui ont lieu depuis le début de la semaine à Vaux-en-Velin, qui rassemble tous les pôles de jeunes gens en formation handball de France, d'outre-mer, et également la sélection luxembourgeoise et la sélection belge. Voilà. Si vous souhaitez d'ailleurs voir les finalités, ça sera samedi matin. Pour introduire un peu, déjà je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Pascal Jacquet, je suis vice-président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. J'étais précédemment président de la Ligue du Lyonnais. Je m'occupe du développement et avec Laurent Munier ici présent et Karine Morel qui a passé la tête par la porte, mais elle doit être dans le coin, qui est présidente de la commission marketing événementiel de la Ligue. Nous souhaitons mettre en place un travail d'accompagnement, de structuration et de réflexion pour les clubs autour de la question du partenariat, des entreprises et du développement en fait, du business autour du sport et de l'activité des clubs. Donc la conférence de ce soir, elle a deux temps. Un premier temps en fait qui est orienté sur le club, ses besoins, ses intérêts, les démarches que le club peut mettre en place, et dans un deuxième temps sur les entreprises. Et donc également, du point de vue de l'entreprise, l'intérêt, le besoin de l'entreprise, la démarche que les entreprises mettent en place pour accéder au monde du sport et les démarches de partenariat vues du point de vue de l'entreprise. Donc pour ça, on a des invités que je vais présenter. Pour ça, il faut que je rechausse mes lunettes. Parce que je suis arrivé à la période où il faut un labrador pour lire un petit document. Donc je vais vous faire la présentation dans l'ordre à ma gauche tout de suite. Donc Richard Bonin, qui est entrepreneur, qui a une société qui s'appelle Insersport aujourd'hui, qui est très favorablement connu pour avoir géré beaucoup de projets lyonnais, notamment avec l'Asvel, sur l'insertion par le sport et sur l'économie et la formation dans le sport. Voilà. Qui aujourd'hui collabore aussi avec le club de la SUL, Vaux-en-Velin, en tant que dirigeant très récent. Nous avons Laurent Munier, que je ne présente pas, qui a été joueur, champion du monde, Barjo, et qui aujourd'hui est manager général du club de Chambéry, qui est dans le club de Chambéry depuis un certain nombre d'années, alors depuis 99, voilà, donc ça fait 19 ans. Nous avons également quelqu'un d'autre du club de Chambéry, donc Thomas Fior, qui est directeur communication et marketing. Arrêtez-moi si je me trompe, donc du club de Chambéry. Nous avons Laurent Deveau, qui est jeune président du club de Tassin, voilà, qui témoignera en tant que dirigeant de club des projets et des développements et des questions que se posent les dirigeants de club. Nous avons également Guillaume Maury, donc, qui gère le centre UCPA de Mézieux, qui rassemble tout le complexe nautique, la piscine, les bassins, la préparation physique, etc. Qui précédemment était manager chargé des hospitalités à l'OL, à peu près, enfin un des managers, un co-manager de l'Olympique Lyonnais, donc qui connaît également le principe de l'accueil des instances sportives et aussi de l'entreprise. Et puis donc nous avons Monsieur Lamarche, qui est directeur de Loca Réception, et donc une entreprise qui propose du matériel événementiel à destination des clubs pour structurer leur démarche partenariale et pour structurer leur événementiel. Voilà. Donc dans un premier temps, on va peut-être plus se concentrer sur les démarches de clubs et sur les questions qu'on peut se poser quand on développe un projet et qu'on cherche en tant que club à aller chercher du partenariat, à aller chercher de la participation privée et à aller chercher des moyens financiers à travers ce partenariat. Donc on commencera peut-être à interroger les Chambériens sur la démarche qui a été celle du club, sur le positionnement qui est celui de Chambéry aujourd'hui, mais peut-être sur la genèse un peu. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de montrer d'où vient le club en termes de projet et comment ça a démarré. Bonsoir à toutes et à tous. Ça marche. Le projet a démarré, donc le club est en première division depuis 1994. Moi je suis arrivé en 99 en tant que joueur et en 2002 j'ai pris le poste de manager. Quand je suis arrivé, il y avait une secrétaire à mi-temps administratif et il y avait un commercial aussi. Donc la première démarche que moi en tant que manager j'ai voulu mettre en place, c'est d'aller renforcer cette partie administrative
Parce qu'à partir du moment où vous avez du monde à l'administratif et puis à la communication, au marketing, derrière vous allez pouvoir aller chercher les joueurs et pas l'inverse. C'est-à-dire c'est pas, on ne construit pas son équipe sur d'abord les recruter des joueurs et après aller chercher du partenariat. Donc ce qui fait qu'on a évolué quand même pas mal d'années. On a été la première structure à passer en société alors qu'on n'était pas obligé dans les années 2002. On est passé en SAS parce qu'on s'est dit que quand on allait voir des partenaires, c'était plus facile de discuter d'égal à égal en leur disant bah, écoutez, nous sommes une société, vous êtes une société, on comprend vos problématiques, vous comprenez les nôtres. Donc on est passé en société en 2002. On a tenu pendant un petit moment avec augmentation de capital, des actionnaires privés qui sont venus. Derrière, après, on s'est dit, voilà, vous êtes un club, on est un club de première division, mais voilà, on regarde uniquement autour de nous. On est centralisé sur notre truc, mais on ne s'occupe pas des clubs aux alentours. Donc on a monté après un fonds de dotation pour aller justement... on faisait des actions avec les clubs aux alentours, mais on ne le faisait pas savoir. Donc on a monté un fonds de dotation pour aller récupérer des parties en mécénat, ce qu'on ne pouvait pas faire sur la société. Ce qui fait qu'il y a eu pas mal de partenaires qui s'en foutaient complètement du handball, qui s'en foutaient de venir dans la salle, mais par contre, ils avaient tout intérêt à un caractère social, sociétal. Donc voilà, il y a beaucoup de partenaires qui nous ont rejoints là-dessus. Et depuis, après, nous avons aussi monté des actions pour tout ce qui était les... Il y avait un exemple tout bête, mais il y avait pas mal d'associations qui nous demandaient à chaque fois des places gratuites pour venir voir les matchs. On s'est dit, on arrête ça. Par contre, on met en place un système pour pouvoir nous remplir la salle, donc c'est bénéfique parce que les gens viennent par l'intermédiaire de places, ils achètent des places, derrière, chaque place vendue, on leur reverse de l'argent sur ces places, ce qui fait qu'il y a un double intérêt, c'est-à-dire que l'association est bénéficiaire, elle peut mettre en avant son association lors des matchs, et après, derrière, financièrement, elle se retrouve aussi. Et puis, en parallèle à tout ça, on s'est dit que nous, on peut pas... voilà, on a un budget qui est un petit peu particulier dans l'image du handball, c'est qu'on a un budget qui est 80% du privé, c'est-à-dire qu'on a plus de 240 entreprises partenaires privées, et le reste, c'est les collectivités locales. On a toujours voulu un petit peu, justement, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais pas avoir un gros partenaire ou alors une grosse collectivité, parce que le jour où ils vous disent on arrête le robinet, derrière, vous fermez la porte. Donc on a essayé de trouver plein de produits, Thomas va vous en parler, mais plein de produits différents pour pouvoir attirer un maximum de monde. Et notre cœur de métier, notre cœur de métier, c'est la formation. Donc on est en train de monter un projet pour 2019, c'est-à-dire construire notre propre gymnase, notre centre d'hébergement des enfants, enfin des jeunes joueurs du centre, avec un pôle pour les partenaires, justement, un lieu où ils pourraient se réunir quand ils voudraient. Ça leur appartiendrait, voilà, faire du business entre eux. Donc voilà, ça, en gros, d'où on est parti, on était deux salariés en 2002. Aujourd'hui, il y a 10 salariés au niveau administratif, avec 2 commerciaux, un responsable com, un directeur commercial, un directeur marketing communication. Voilà, donc tout ça pour vous dire que quel que soit le niveau où vous jouez, il faut avant tout structurer, je pense, votre structure administrative pour pouvoir développer le côté sportif. J'ai une question précise, Laurent, sur en fait, l'état budgétaire de départ et où vous êtes aujourd'hui, en fait, pour voir un peu l'échelle de progression et peut-être aussi au niveau partenariat, d'ailleurs. On passe de 4 millions de francs à 4 millions d'euros. Ouais, voilà, en termes de partenariat, on a un partenariat privé un partenariat public qui est de 800 000 euros et après 3 millions des collectivités, 3 millions du partenariat privé et de la billetterie. D'accord. En termes de... Alors après, il y a une chose qui est importante aussi, c'est l'arrivée on a eu l'arrivée du phare, je ne l'ai pas mentionné, mais avant on était à Jean Jaurès, on avait une salle qui était de 990 personnes. On avait pas un local module, mais c'était un Algeco qui était derrière pour aller accueillir des partenaires. Ça nous a bien servi pendant pas mal d'années. Et à partir du moment où il y a eu le phare, on est passé de 990 places à 4400 places. Et là, on s'est dit comment on va faire pour remplir. Donc voilà, après il y a eu l'apport de l'Asvel à l'époque qui était venu nous aider avec Canal Plus Events. Ils avaient montré un petit peu tout le process qu'ils avaient mis en place à l'Asvel pour aller chercher du monde. Et on a vite bien travaillé. On est à l'heure actuelle à un taux de remplissage qui est l'ordre de 80-85%. C'est qu'on fait 3005-3006 personnes par match. Est-ce que la billetterie, du coup, tient aussi une place importante dans la stratégie? Ouais, je vais laisser Thomas un peu répondre, parce que c'est vrai mais oui, c'est vrai que ça, il me paraît hyper importante. Et puis, vous le verrez, il faut toujours, là, maintenant, les nouvelles générations, il faut toujours trouver des nouveaux axes de développement, pas uniquement se contenter d'envoyer un mail et dire, tiens, on attend que les gens arrivent. Donc, il y a plein de process qui sont mis en place. Et Thomas, qui s'en occupe, peut vous expliquer par rapport à ça. Non, mais on essaye constamment d'innover et de chercher des choses pour satisfaire un peu tout le monde. Le monde change et du coup,
le phare a vraiment donné un tremplin à Chambé pour au niveau de l'événementiel, et du coup on se rend compte aujourd'hui que les partenaires ne recherchent plus exactement ce qu'ils recherchaient il y a peut-être 10 ans. Du coup, voilà. Donc du coup, c'est vrai qu'on développe pas mal de choses pour essayer de satisfaire tout le monde, du petit partenaire au gros partenaire. Et on essaye de faire la même chose avec le public, du coup, pour essayer de capter un maximum de personnes. On crée récemment le club jaune et noir pour essayer de rendre le club populaire et que un maximum de personnes soient derrière. Donc c'est vrai que la billetterie est très important, et c'est aussi, si on arrive à remplir le phare, les partenaires seront contents, et du coup, derrière, tout découle derrière ça. Le positionnement en fait que vous proposez aujourd'hui, si on met un discours moyen, je veux dire le discours que vous produisez pour attirer des partenaires, il est basé sur quoi? Ouais, il y a plusieurs discours. De toute façon, c'est toujours pareil. Il y a autant pratiquement autant de discours que de partenaires. Alors après, il y a plusieurs partenaires il y en a qui cherchent des RP. Donc, typiquement, ils invitent leurs clients. Il y en a qui cherchent à rencontrer des élus. Donc voilà, on leur dit qu'on essaye de faire qu'au phare, on puisse répondre favorablement à toute la demande des partenaires. Après, le discours, c'est participer à l'aventure avec nous. On vous promet pas que... De toute façon, il n'y a qu'un champion par saison, donc on leur promet pas qu'on va être champion. Hein. Par contre, on leur dit, voilà, on a notre ADN, c'est la formation des jeunes. Il y a qu'à voir, hein, sur l'équipe actuelle, il y a 16 pros, il y en a 8 qui sont issus du centre de formation de Chambé et des clubs aux alentours. Donc pour nous, c'est une force. Après, là, on essaie de tout mettre en place maintenant pour pouvoir faire grimper un peu ce budget, et puis justement qu'ils ne s'en aillent pas quand ils sont en pleine force de l'âge. Mais voilà, après, il y a ce côté-là, il y a un côté pareil sociétal, où on fait plein d'actions dans les quartiers difficiles, avec le handicap. Donc c'est toujours pareil. Donc on a vraiment une palette de produits qui nous permet d'aller drainer pas mal de gens. Après là, on est en train de relancer une augmentation de capital, justement par rapport à l'académie qu'on est en train de construire. Donc c'est vrai, vous faites partie du projet, aidez-nous. On leur dit pas, hein, les mecs qui vont mettre de l'argent au hand, ils vont pas gagner de l'argent. C'est des gens qui veulent participer à l'aventure. Je crois que même dans le foot, tu n'arrives pas à gagner de l'argent pour les gens qui mettent au capital. Donc on leur dit participer à l'aventure, et derrière, après, bien sûr, il y en a beaucoup qui sont intéressés par de la visibilité. On a la chance d'avoir un petit peu de matchs télévisés. Après, c'est vrai que quand on voit le club, le foot ou le rugby comme ils se sont développés, c'est parce qu'il y a eu à la télé qui est venu les filmer. Donc, mais bon, le hand commence aussi un petit peu à se développer. Je pense qu'on est au-dessus du basket en termes de retombées. Au niveau de l'équipe nationale, on a vraiment des choses à faire valoir. Hein. Les valeurs du hand, je pense qu'elles y sont encore. Il faut les maintenir. On parle beaucoup de valeurs de rugby, mais je pense qu'il y en a de moins en moins. Donc voilà, après, on essaie toujours de continuer comme ça et de s'adapter un peu à la demande. Thomas parlait qu'il fallait toujours changer. On a fait depuis le mois de septembre, on a rencontré tous nos partenaires et pas mal d'abonnés et le grand public pour leur demander si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous du club? Et nous, un truc tout con, mais avant chaque match, les partenaires leur disaient allez, il y a le match dans 5 minutes, vous sortez. Sauf qu'il y en a la moitié qui nous ont dit mais nous on s'en fout du hand, on vient c'est pour faire des affaires, pour discuter avec des élus, pour parler. Donc voilà, du coup, tout ça est à revoir. Du coup, peut-être une question pour Laurent, par rapport à un autre niveau et une autre façon de voir le handball. Est-ce qu'on se pose les mêmes questions quand on est dirigeant d'un club comme Tassin aujourd'hui? On se pose exactement les mêmes questions, mais pas à la même échelle, tout simplement. Aujourd'hui, si on doit vendre que le handball, le sport pour le sport, on ne vendra rien du tout. C'est pas ça qu'on doit aller chercher. Comme dit Laurent, on a des valeurs au niveau du hand, c'est des valeurs portées par ce sport-là. Et c'est pas les résultats qui comptent, c'est pas les résultats sportifs. Les partenaires, ils cherchent surtout pas le sport, ils cherchent autre chose, plus sociétal, des valeurs humaines, ce qu'on apporte, la formation, qu'est-ce que eux peuvent retrouver par rapport à leurs produits, par rapport à notre public, par rapport à ce que l'on vend. On forme des jeunes, donc on touche énormément de personnes et on draine des vraies valeurs de respect, de convivialité, et c'est ça qu'on doit mettre en avant au-delà de l'aspect sportif. Parce que si on est là pour vendre que du sport, ben on n'arrivera pas, parce que déjà, on n'est pas un sport majeur. Donc on a beau avoir des super résultats, ben c'est pas ça qui fera venir les partenaires. Donc aujourd'hui, c'est de se servir de nos enfants,
Alors, je vais parler aussi de ce que nous on fait au sein de l'UEDL Handball. Ça fait quelques années qu'on porte un projet qui s'appelle de la cour d'école à la cour des grands. Donc, nous, on se sert de la formation et des valeurs sociétales pour, utiliser les valeurs du handball pour former nos jeunes. Mais pas que sur l'aspect sportif, c'est sur l'aspect, vous avez chacun des talents. Des talents pour faire des choses. Donc, chaque année, on conçoit 2 projets majeurs. C'est des projets à 25-30 000 euros chacun. Et c'est les gamins qui l'organisent de A à Z. D'accord ? C'est pas nous qui allons chercher l'argent. C'est pas nous qui faisons toutes les démarches, c'est les enfants qui le font pour eux. Donc il y a un projet élite, sportif élite, hein. C'est aller en Slovénie ou peu importe. On amène 6 équipes au moins, et pour dire, voilà, vous voulez faire du handball, allez voir le reste de l'Europe et essayer de vendre votre projet. Et donc c'est les gamins qui vendent ce qu'ils veulent faire, quoi. Et ils vont voir eux-mêmes les chefs d'entreprise et ils discutent avec eux. Et c'est eux qui ramènent de l'argent pour leur propre projet. Il y a des gamins de 13 ans qui sont capables de monter des offres de services. Hein. Là, c'est un des exemples des gamins. Ils se sont réunis, ils ont fait des flyers, etc. sur Tassin. Ils ont pris du temps sur eux, ils ont ramené 2 000 euros. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gamins-là? Ils ont été ramasser les feuilles mortes chez les gens. D'accord ? 2 000 euros qui a financé l'achat de leur maillot pour leur compétition, etc. Voilà, et plein de petites actions que chacun fait. Et nous, derrière le club, on vend ce qu'on apporte aux gamins, auprès d'entreprises un peu plus conséquentes. Parce que nous, l'intérêt, c'est pas... Ces gamins, ils ont une certaine proximité avec des commerçants, avec proximité locale. Mais nous, en utilisant les valeurs que l'on draine et la formation, on arrive à amener d'autres entreprises à s'intéresser, non pas toujours au handball, mais à ce qu'on fait vis-à-vis de cette population d'enfants. Et on se sert des valeurs du handball, des messages que l'on transmet à ces enfants, et pour dire, voilà, et après il y a les résultats sportifs, quelques résultats sportifs, mais tout ça, ça doit se mêler doucement pour un projet et une finalité, c'est-à-dire continuer à former des jeunes. Alors, nous, on reste très modeste. Hein. L'objectif, c'est pas d'être Chambéry. Hein. C'est d'amener des joueurs chez vous. Hein, et tu le sais. Hein. On en a amené un certain nombre. Et voilà. Et nous, on est un club résolument formateur. Et le but, c'est de former. Mais pour pouvoir former, il faut qu'on ait de l'argent. De l'argent pour payer nos encadrants et payer toute la formation. Parce que la formation de base, on ne va pas réussir la payer avec des droits d'entrée dans nos salles, parce que ça ne marchera pas. Donc c'est toutes les actions que l'on fait. La dernière action qu'on a fait en relation avec l'AS Lyon-Caluire, c'est de monter un challenge national de hand fauteuil. Donc on a fait venir à Lyon, donc dans l'ouest lyonnais, à Tassin, et 10 équipes de 10 villes de France. Et ça n'était jamais fait dans le Rhône, hein, et du coup, là, c'est plus de 100 joueurs qui sont venus, c'est 45 heures du moins 45 matchs de handball, 15 heures de hand sur un week-end, voilà, et c'est une image qui est vraiment fabuleuse, et où les partenaires ont adhéré au-delà du seul résultat sportif, et la conséquence de ça, malheureusement, on a fait un chèque de 5 000 euros à la section en fauteuil de Caluire. Voilà. Hein, c'est pas pour nous. Et là, on renvoie un autre message, c'est de dire qu'on a des talents aussi au sein du club. On peut mettre tout le pouvoir du handball au service de gens qui sont peut-être encore plus en difficulté que nous. Et là, on intéresse encore des partenaires parce qu'ils disent, mais il n'y a pas que, c'est pas que des autistes du sport, et ils sont capables de faire autre chose que de promouvoir des résultats sportifs et dire on est les meilleurs, on va avoir un club en national machin truc, etc. C'est pas ça qui est le plus important. C'est d'amener des jeunes d'une situation A à une situation B et faire progresser un certain nombre d'acteurs dans la vie. Et là, on intéressera les partenaires si on les intéresse dans nos projets. Voilà, tout simplement.
Donc si je vous entends bien tous les deux, tous les trois finalement, l'apport ouvert sur des supports qui sont beaucoup plus larges que le seul 40-20, le sport, le ballon, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est fondamental, parce que on n'arrivera pas à vendre le hand. 99% de mes partenaires n'aiment pas le handball. Ils arrivent à venir dans les salles pour découvrir ça et à apprécier le jeu, l'engagement, et c'est pas ça qu'ils viennent chercher au départ, quoi. Ils viennent pas chercher ça, pas du tout. Mais après, ils se prennent au jeu, à l'ambiance, et ils restent. Et là, le but que nous, on a, c'est de les fidéliser, de les faire rester, quoi. Et après, Laurent en parlait, c'est le réseau. Donc après, c'est de créer du lien entre les partenaires, créer du réseau et créer une certaine dynamique autour de tout ça, quoi. J'ai une question de développement aussi par rapport à ça. Quelle est la différence dans ce développement-là pour un club qui est basé sur le bénévolat, qui a des dirigeants qui font tous autre chose à côté, qui sont peut-être pas forcément très stables aussi dans le temps, qui peuvent changer régulièrement. Est-ce qu'il y a des différences à ton avis ou est-ce qu'il n'y en a pas? Je vais poser une question à tout le monde. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est encore sur du bénévolat? C'est fini. De moins en moins, on est sur des structures. Est-ce qu'il y a du bénévolat à Chambéry, Laurent? Alors nous, tous les dirigeants du club sont bénévoles, et tous les dirigeants des structures sont tous bénévoles, donc on a à peu près une quinzaine de membres du bureau et tout qui sont tous bénévoles. Voilà, donc le bénévolat existe, on a plus de 100 bénévoles nous, à chaque match. Donc voilà, après c'est des actions qu'il faut mettre en place, il y a des réunions hier qui ont été faites, c'est des gens qu'il faut valoriser, donc tout ça ça prend du temps, mais c'est essentiel pour nous, quoi. Mais oui, nous, les dirigeants sont bénévoles. C'est pour ça que je ne veux pas être président. Et après, quand moi je dis bénévole, c'est des gens qui sont super engagés et qui rapportent 10 fois plus que... parce qu'il faut que ce soit des gens qui ont une démarche professionnelle. Aujourd'hui, on n'est plus dans le bénévole où je vais voir des canons et je fais que ça de ma vie. C'est je mets mes talents de ma vie professionnelle au service de ma structure et c'est quasiment... Du moins, je le fais gratuitement, bénévolement, mais je le fais de façon très professionnelle, hein, parce que là, on ne peut plus y arriver avec des démarches. On arrive avec la fleur au fusil devant un partenaire. Non, il faut avoir des dossiers, il faut avoir une démarche dans l'entreprise, il faut avoir les mêmes codes, des cartes de visite, tout la même chose qu'une entreprise. Hein. On est une entreprise. Un club, c'est une entreprise avant tout. Après, quel que soit le statut juridique, hein, mais ça, c'est ce qui permet de jouer sur le mécénat, hein, parce que des entreprises ont besoin de défiscaliser, donc c'est des avantages. Hein, voilà, il y a aussi des intérêts qui se trouvent aussi dans la défiscalisation. Voilà. On entend qu'il faut être professionnalisé, pas professionnel, professionnalisé. Est-ce qu'on entend aussi qu'il faut avoir de l'innovation permanente et voir des choses de manière très ouverte? Ce que je vous propose, c'est peut-être de mettre un temps d'échange par rapport à ça, parce que je sais qu'on a pas mal de dirigeants de clubs dans la salle, et donc on peut aussi entendre vos témoignages par rapport à ça, et on peut échanger avec vos expériences, ou les questions que vous avez à poser si vous avez des questions sur cette vision club, sur le fait qu'on développe des stratégies qui sont des stratégies de club. Est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent? Thomas, tu parlais que les attentes évoluaient. Est-ce que tu as des exemples? Au niveau des partenaires, c'est vrai que du coup, avec les tables rondes, on a eu des retours par rapport à nos salons, par rapport à ce qu'on faisait, etc. C'est vrai que pour nous, peut-être, on se disait que c'était super. Maintenant, le partenaire ne vient plus au match de Chambéry pour manger un petit bout et pour ensuite aller voir le match. Comme disait Lolo, des fois le match du coup c'est vraiment quelque chose qui est à part, et du coup ils sont à la recherche d'innovation, à la recherche de choses qui vont leur permettre de vivre autre chose et de ne plus vivre ce qu'ils vivaient depuis 10 ans, etc. Donc nous on a écouté ce message-là, par exemple pour le match du 31 mars qu'on fait prochainement, on casse vraiment tous les codes et on fait
un grand salon after-ski avec des télésièges, des œufs, des choses comme ça. On ramène entre guillemets la montagne au phare pour que le partenaire vienne au match et soit complètement dépaysé et qu'ils vivent une expérience différente. Ils sont, voilà, grâce à ces tables rondes, on a posé toutes ces questions-là et c'est vrai ils veulent ça en fait, ils veulent vivre autre chose et que en fait le match de hand soit vraiment quelque chose à part, qu'on perde ou qu'on gagne. Ils ont passé une bonne soirée, ils ont fait des affaires et voilà, je sais pas. Voilà, de notre côté, voilà, c'est ce qu'on a vu avec les partenaires, mais c'est aussi ce que recherche maintenant le grand public. Voilà, on essaye d'innover, on essaye de voir des choses comme ça. On va bientôt essayer de faire un espace dans le phare pour que le partenaire vienne comme s'il était à la maison, c'est-à-dire avec une livraison de pizza, avec des fauteuils, de canapés, etc. On a innové aussi avec une fan expérience qu'on appelle, avec les partenaires qui puissent, enfin, ils arrivent à voir le match juste derrière le banc des joueurs, et ça, on a des retours qui sont complètement positifs parce qu'ils vivent une expérience que personne ne peut vivre, et du coup, c'est des choses différentes et le monde change du coup par rapport aux besoins des partenaires et on essaye de s'adapter par rapport à ça. En complément des propos de Thomas, qui sont très justes, aujourd'hui, il faut différencier le B2B et le B2C. Tout ce qui est partenaire, donc en B2B, cherche vraiment un lieu de vie unique où le match est accessoire finalement. Je vais proposer à mes clients, mes amis, ou des délégants, ou des politiques, enfin, des collectivités territoriales, peu importe qui, ils vont dire il faut que j'arrive à les voir pour leur proposer une idée, pour leur soumettre un contrat, etc. Il faut que je trouve un lieu atypique où je puisse arriver sans avoir d'encombre. Donc, c'est-à-dire, par exemple, pour le nouveau stade de Lyon, des accès qui sont assez fluides, avec un nombre de stationnements en nombre, où on ne cherche pas sa place, avec un accueil où les personnes vont nous dire bonjour. Quand les agents de sécurité nous font la palpation, ils nous expliquent pourquoi ils le font. C'est pour créer une ambiance de bienveillance où ils vont profiter des espaces hospitalité, donc des petits fours, de la boisson, etc. Mais surtout, leur objectif, c'est de parler à un interlocuteur précis pour lui donner une idée. Alors, je ne dis pas qu'il va lui faire signer le papier ici, mais en tout cas, c'est créer de la relation interpersonnelle où il y a un match de foot, où c'est le sujet principal, mais ils veulent vraiment un lieu de vie où ils ont tout à disposition au même endroit, avec plusieurs éléments pour pouvoir apporter leur idée sur différents canaux. Sur le B2C, ils cherchent aussi la même chose. Ce qui se fait en Angleterre ou ce qui se fait outre-Atlantique actuellement, c'est que les jeunes, ils se disent on aimerait bien boire un coup, où c'est qu'on va on va dans un bar, on va je ne sais où. Non, on va aller au Barclays Center parce que j'ai un accès à un bar, et en plus il y a un match de basket, alors peu importe s'ils aiment le basket, mais ce qu'ils vont y retrouver, c'est de l'animation. C'est un endroit où tout le monde se retrouve, c'est un endroit huppé où il y a des écrans géants, où tout le monde est jovial, on a de la place et toutes les servitudes sont là pour le client. Donc c'est vraiment très important de pouvoir diversifier son offre et de proposer un maximum de choses aux partenaires, mais aussi aux clients B2C, et de les associer à leur démarche. C'est pas nous qui devons leur dire on vous propose ça et c'est comme ça, on a un contrat, on vous doit ça et vous nous devez ça. On les accompagne, on leur explique les valeurs du handball et des clubs qui sont généralement sur le lien social, sur l'autonomie, l'accessibilité pour tous. Enfin, tous ces mots qui sont riches de sens, on peut les avancer, mais derrière, il faut comprendre ce qu'eux, ils ont besoin et leur apporter les solutions. Et derrière, c'est pour ça que Laurent a bien précisé qu'il fallait staffer avant ça, parce que une fois qu'on va vers les entreprises et qu'on leur dit on serait à même de vous proposer ça, il ne faut pas se louper. Parce que du coup, c'est vraiment le contrat moral ou juridique qu'on s'engage avec eux. Si on ne le respecte pas, ça va être vraiment très néfaste. Sur 10 personnes, il y a 2 personnes qui sont satisfaites, qui vont dire c'est génial, venez avec nous. Et il va y en avoir 3 ou 4 qui seront insatisfaites, et elles vont vous faire une publicité, mais vraiment destructrice. Et le public que vous devrez vraiment aller chercher, c'est ceux qui sont au milieu. C'est ce qu'on appelle les net promoteurs. Je ne sais pas si ça vous parle. Où ces personnes, il va falloir aller les chercher, vraiment les accompagner. C'est pour ça qu'il faut être structuré.
Et c'est l'avantage du handball par rapport aux autres sports, c'est la proximité. On peut, je pense, plus facilement au hand approcher les joueurs qu'au football ou au basket. Et du coup, ces personnes-là, il faut absolument aller les tirer pour qu'ils passent sur des personnes vraiment positives et qui vont parler de vous. Plus le B2B va venir, va être content, ça va vous générer un maximum de revenus. Mais ils vont venir aussi parce que les salles ou les stades sont pleins. Donc il ne va pas falloir dévaloriser non plus l'offre que vous allez porter au B2C. Tout est lié, c'est un serpent qui se mord un peu la queue, mais la base, vraiment, c'est la structuration du club, que ce soit amateur ou professionnel. Pour les professionnels, c'est du recrutement selon les compétences, le savoir-faire et le savoir-être de chacun. Après, pour les clubs amateurs, c'est sûr que la problématique de fond, je pense, c'est le RH. Parce qu'on a des bénévoles qui ont des compétences qui peuvent nous en tirer. Maintenant, si dans votre club, vous avez que des boulangers qui sont bénévoles et que vous avez un problème juridique, ça va être compliqué. Donc il faut essayer d'attirer un maximum de personnes, les valoriser surtout. Je dis une bêtise, mais d'offrir un t-shirt à tout le monde pour créer une identité de club avec une couleur spécifique et un mot spécifique, puis-je vous aider, enfin, c'est des choses toutes bêtes qui se font pas beaucoup dans le milieu amateur, plus dans le milieu professionnel maintenant, mais c'est vraiment d'une manière globale qu'il faut prendre la chose. On parle beaucoup du B2B là, sur les partenaires. Je pense qu'il faut vraiment aussi parler du B2C. Je parlais tout à l'heure à Thomas des statistiques qui sont d'une manière générale en France et sur les 5 plus gros sports. C'est 20% du public doit générer 80% des revenus. Donc ces 20%, c'est le B2B qui génère 80% du revenu du club. Après, il faut se diversifier avec la durée des contrats, mais on pourra en reparler après. Et 20% du public, 80% du public génère uniquement 20% du revenu, et là c'est les clients B2C. Comme ça, on propose une offre tarifaire inférieure pour le B2C et un peu plus cher pour le B2B, mais parce qu'ils y ont un intérêt derrière. Je me suis peut-être un peu éparpillé un peu dans la question, mais voilà, c'est pour dire que c'est vraiment une chose globale à prendre en compte. Tout dit. Je veux juste rajouter, on le voit dans les offres partenaires, il y a une période où on vendait beaucoup d'abonnements où les personnes achetaient une place à l'année, et maintenant il y a beaucoup plus les gens achètent un pack, par exemple 20 places, et sur un match ils viennent à 5, sur un autre match ils viennent à 6, et voilà, les gens qui viennent à chaque fois régulièrement, tous les matchs, toute l'année, toujours assis à la même place, c'est de plus en plus rare. Donc il faut toujours diversifier ces produits. Bonsoir. Moi, je voudrais réagir un petit peu par rapport, effectivement, vous êtes certainement président de club, dirigeant d'association. Moi, ce qui m'avait, je vais revenir sur 2 points, c'est les bénévoles et les salariés et la professionnalisation. Moi, j'avais été impressionné quand je suis arrivé à l'ASVEL Basket, dans les années 2000, de voir qu'il n'y avait plus de bénévoles. Et un club qui s'est dit, on a été presque champion d'Europe, mais quand je regarde derrière moi, quand je gratte un petit peu, les bénévoles n'existent plus. Et on n'a qu'une équipe professionnelle. Et le constat a été celui-ci, de dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, nous, grands clubs de professionnels. Et la démarche a été, puisque moi j'ai été recruté pour développer sur la partie sociale et sociétale, et de dire, eh ben, il faut que ce club-là, professionnel, mais même si on a un club amateur, puisque j'ai beaucoup travaillé avec les clubs amateurs pendant une vingtaine d'années, il faut qu'il ait un projet de compétition, certes, mais il faut qu'il ait aussi un projet social et sociétal. Parce que les deux ne doivent pas être aujourd'hui dissociés. Et très souvent, malheureusement aujourd'hui, le constat qu'on faisait, même au niveau de la région, c'est que les clubs n'avaient souvent que des projets sportifs, des projets de compétition. C'est pour ça ce qui me fait plaisir quand je vois à la SUL Vaux-en-Velin, je prends l'exemple, un club qui n'est pas forcément très haut niveau, mais il y a un projet à la fois compétition et un projet social et sociétal. Quand je rencontre M. Triat, qui est président de la Duchère, je vois aussi qu'il est dans cette démarche-là. Je pense aussi ici une réflexion à avoir au niveau des clubs qui soient aujourd'hui professionnels certes, mais amateurs. Et puis, si je prends les bénévoles, l'ASVEL c'était 20 bénévoles. Et ils ont eu la chance de recruter une personne qui a dit aujourd'hui, nous les bénévoles, ils ont leur importance, parce qu'effectivement, ils font du travail, et on va dire 1 an et demi après, il y avait 170 bénévoles. Voilà. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, effectivement, on a parlé tout à l'heure de professionnalisation, mais effectivement, pendant une quinzaine d'années, notamment, j'ai aussi travaillé avec Chambéry, avec l'ASVEL, mais aussi beaucoup avec les petites structures associatives. J'ai toujours dit que ces structures-là, quand elles voulaient se développer, il fallait à la fois qu'elles soient dans une démarche de professionnalisation. Alors souvent on me disait, oui, mais
Richard, la professionnalisation, on n'est pas des professionnels, non, une démarche de professionnalisation. Ça veut dire qu'il fallait peut-être qu'on ait des salariés. Alors, on disait, Richard, moi, une structure associative, je ne peux pas avoir de salariés. Ce que je constate, je disais tout à l'heure, hein, c'est que la structure qu'on a développée à cette époque, c'était quand même 800 emplois aujourd'hui qui ont été développés. Alors, sur des métiers qu'on disait quoi, éducateurs, entraîneurs, non. Sur des métiers, justement, qui étaient des métiers d'agents de développement. Parce que, justement, ce métier-là, avec un bénévole qu'on avait recruté, des fois dans des associations, parce que vous le disiez tout à l'heure, hein, effectivement, quand je veux recruter des bénévoles, il faut les recruter, les fidéliser et les valoriser. Puis peut-être sur des compétences que très souvent, on a besoin, notamment ça peut être associé, ça peut être l'administratif, ça peut être le marketing, la communication. Quand on associe un bénévole à un salarié qui des fois est dans le développement, ça donne des résultats intéressants. Voilà. Donc c'était un peu la réflexion, hein, qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut aller dans ces démarches parce que très souvent, et là je m'adresse aux fédérations, très souvent je m'adressais, c'est qu'on forme des techniciens. Mais les clubs aujourd'hui, ils n'ont pas forcément besoin de techniciens. Ils ont besoin d'avoir des agents de développement qui, effectivement, aillent chercher peut-être des partenaires. Et moi, maintenant, qui travaille sur l'emploi, c'est aussi une thématique. Ça intéresse les entreprises, d'accord, de savoir que dans des clubs, il y a des bénévoles, des pratiquants qui sont demandeurs d'emploi, d'accord, et qui vont forcément avoir un emploi demain. Donc ça aussi, c'est une démarche qui intéresse les entreprises qui disent, moi, je veux bien, d'accord, accompagner ce club-là parce qu'il est dans cette démarche sociétale, d'accord, et je vais peut-être donner des financements. Puis j'irai chercher aussi des financements autres, d'accord, au travers des partenaires, mais également des subventions également. Voilà. On voit un petit peu la réflexion que j'avais depuis ces dernières années. Je veux juste rajouter un truc, c'est pareil, on parle d'aller chercher des salariés et tout, mais moi la première personne que j'ai recrutée c'était une stagiaire. On avait pris un stage qui était Noémie, donc qui a fait pratiquement plus d'1 an en tant que stagiaire. Après derrière, elle a permis de développer le club, on a pu l'embaucher. Maintenant, elle est partie à la Ligue nationale. Et Thomas, qui est à côté de moi, est arrivé aussi en tant que stagiaire. Et maintenant, il est parti directeur de la com et du marketing grâce à son travail et qui a permis de développer. Donc, c'est quand même un levier qui est hyper intéressant et important. Les stagiaires, surtout à Lyon et dans un petit peu partout, il y a quand même des écoles qui sont très intéressantes à ce niveau-là, que ce soit en com, en marketing ou ailleurs. Donc, voilà, c'est aussi un levier que vous pouvez utiliser. Ouais, bon, juste pour rebondir, je viens d'une formation comme ça. C'est vrai que c'est très intéressant si on aime le monde du sport et si vous avez des projets. Pour les stagiaires, du coup, à repartir, entre guillemets, peut-être pas de zéro, mais d'essayer d'avoir de beaux projets de développement. Et je pense que les stagiaires, c'est vraiment une solution par rapport à ça. Et des fois, on galère un peu à trouver des stages qui nous passionnent. Et je pense que vous pouvez proposer ça à des écoles. Et les écoles demandent beaucoup aussi ça. Donc voilà. On entend que le parcours de développement est aussi un parcours de développement humain dans la formation des personnes qui participent au projet. Avec les exemples qu'on a là, dont tu es... Est-ce que vous avez d'autres questions à soulever par rapport à ces réflexions? J'ai entendu Guillaume parler de contrat. Je voulais revenir à des trucs un peu terre à terre. Est-ce que pour un club, c'est facile de contractualiser du partenariat? Est-ce que c'est quelque chose alors qui est accessible, qui est juridiquement simple, est-ce que c'est un point d'achoppement ou est-ce que finalement c'est pas un problème? Franchement, c'est pas très dur. Alors, il y a les contrats de mécénat. Quand vous êtes en association ou en fonds de dotation, vous avez des conventions de mécénat. Donc ça, c'est pas très dur à mettre en place. Après, nous, pour tout ce qui est partie marketing et tout, on a des bons de commande simples, bons de commande avec facture. Après, pour les plus gros partenariats, il y a des conventions qu'on met en place, des conventions de partenariat, mais il n'y a rien de bien compliqué. Hein. C'est des contrats types que vous pouvez trouver n'importe où. Si vous avez besoin, on peut vous envoyer. Enfin, il y a vraiment rien de difficile, quoi. Actuellement, vous êtes entendu sur le montant, sur les contreparties que vous mettez en face. Il n'y a pas de problème. Alors, j'ai une autre question subsidiaire avec ça. C'est une question qui est remontée sur les questionnements des clubs sur le web. Comment est-ce qu'on fait pour finalement apprécier l'offre qu'on propose? Comment est-ce qu'on fait pour se positionner en termes de tarifs? Est-ce que c'est en comparant par exemple les pratiques des clubs de notre niveau? Est-ce qu'il y a des trucs que vous utilisez pour vous positionner en fait? Déjà, il faut savoir quand vous proposez quelque chose combien ça va vous coûter. Donc, parce qu'avant de proposer, il faut définir le prix que ça va vous coûter. Après, il faut définir la marge que vous voulez appliquer là-dessus. Après, c'est vrai qu'il y a un benchmarking à faire, à regarder un petit peu tout ce qui se passe autour. Après, il ne faut pas se comparer au club de foot ou au rugby, mais bon, voilà, on se compare. Et puis après, en fonction des spécificités que vous apportez à vos prestations, vous pouvez valider les prix. Mais le plus important, c'est quand même de savoir déjà où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez proposer à vos partenaires et à quel coût.
Il faut absolument essayer de garder le tarif que vous souhaitez pour vous et de demander aux partenaires combien ils seraient prêts à mettre sur la table. Parce que s'il s'est dit dans sa tête je suis prêt à mettre 10 000 euros chaque année pour devenir partenaire et que vous arrivez avec une offre qui est à 8 000 euros, il va se dire chouette, je suis partenaire, j'ai exactement ce que je veux et en plus je fais une économie de 2 000 euros. Donc, mais par contre, il y a quelque chose où il faut penser derrière, c'est être cohérent vis-à-vis des autres partenaires parce qu'ils se parlent. Donc il faut garder une certaine cohérence vis-à-vis de ça. Pas trop d'accord. Non, mais enfin, l'important c'est déjà que si vous avez des commerciaux, c'est qu'ils soient à l'écoute du partenaire, qu'ils aillent l'écouter, savoir ce qu'il veut, et après qu'ils fassent sa proposition. C'est pas en arrivant, tiens, je vais lui proposer ça, voilà, il faut écouter, est-ce qu'il veut de la RP, est-ce qu'il veut de la visibilité, comment il le veut, voilà. Et après c'est vrai, il faut être cohérent dans les tarifs. De toute façon, après, à un certain niveau, il y a des fiches produits, des catalogues. Après, vous pouvez faire des contrats pluriannuels, parce que c'est intéressant pour le partenaire, parce qu'en général, les contrats pluriannuels vous permettent de lui dire que ici, signe 3 ans, il n'y aura pas d'augmentation de tarifs. Il y aura même peut-être une diminution pour lui, ou ça vous apporte de la visibilité sur 3 ans, ou plus, et puis ça vous apporte aussi de la trésor assez rapidement. Donc voilà, il y a tout ça qui est à mettre en place, et c'est important, oui, de bien définir vos fiches produits, vos prix, ce que vous mettez en place. Après, dans un contexte économique des fois tendu, hein, le pluriannuel, c'est compliqué aussi à mettre en œuvre. Hein. Donc voilà, mais après, il faut être capable de s'adapter au marché. Hein. On doit avoir un comportement d'entreprise, je le redis, mais il y a des gens qui sont prêts à acheter du service et à un prix, il ne faut pas qu'on brade aussi ce que l'on fait, quoi. C'est une certaine valeur. Il y a aussi une perception, donc il faut être à l'écoute de la personne et de savoir ce qu'il est aussi prêt à mettre, hein, et pas hésiter à lui demander 1500, 2000, 10 000, s'il est prêt à les mettre, hein, voilà, tout simplement. Et pas être chiche, quoi. Hein. Je crois que le hand, on a toujours eu un petit sentiment d'infériorité par rapport à d'autres sports. Et il faut vraiment qu'on soit conscient qu'on a un beau produit, on a des joueurs, qui soient des joueurs, des joueuses disponibles. Nous, on fait des repas après les matchs où les joueurs mangent à table, mais que tu es gagné ou que tu es perdu, des fois c'est pas facile de te coltiner des mecs qui disent pourquoi t'as pas marqué, pourquoi t'as fait ci. Mais bon, voilà, les mecs sont dispo, et on a vraiment un beau produit, avec de plus en plus maintenant de belles salles qui arrivent en France. Je pense que c'est des valeurs, et il faut arrêter de se dire on est les petits poussets, et devant nous, voilà. Je pense qu'il faut mettre en avant ces valeurs, les résultats de l'équipe de France, vous pouvez vous en servir, la proximité avec les gens des villes, et avec les élus, donc ça c'est important, et bien être conscient et bien le mettre dans le discours des commerciaux et des gens qui vendent le club. Et après, les partenaires cherchent à la fois du service pour pouvoir payer la visibilité qu'ils demandent, et après ils cherchent à défiscaliser le maximum, hein. Donc ils cherchent aussi du mécénat, hein, parce que les 60% de réduction fiscale, c'est pas inintéressant aussi pour une entreprise. Là où ils vont mettre 10 000, ça va leur coûter que 4 000. Quoi. Donc à un moment donné, c'est de bien équilibrer tout ça, quoi. Merci déjà de votre invitation. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vais parler plus de l'entreprise, puisque il y a 10 ans, Loca Réception. Vous irez donc sur le site internet Loca Réception pour vous donner un petit peu l'idée, l'aperçu de ce qu'on fait. Quand je reprends l'entreprise Loca Réception il y a 10 ans, 3 personnes, 300 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous sommes 50 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le lien avec le sport, énorme, puisque aujourd'hui, plus de 40% de notre chiffre d'affaires se fait justement avec ces antennes sportives, que sont le rugby par le Loup, que sont le basket par l'Asvel, que sont l'Olympique Lyonnais avec le foot. Et notamment, notre prochaine cible, c'est le handball, donc on peut éventuellement en parler après dans les coulisses avec importance et plaisir. Donc 4 agences sur la France, 2 sur Paris, une sur Grenoble, une sur Lyon. Tout ça pour vous dire que à l'intérieur de cette magnifique petite boutique qui aujourd'hui nous est aidée par Kiloutou, puisque Kiloutou a repris toutes les parts de Loca Réception depuis 5 ans, donc nous avons une force vive sur le marché,
À l'intérieur de cette boutique, de l'ADN et des valeurs, vous avez parlé de valeurs, tous les uns après les autres, notre recrutement se fait sur des jeunes qui ont envie, qui sortent d'ailleurs beaucoup du monde sportif. Nous avons des anciennes championnes de France, que ce soit de basket, du sport boule, puisqu'on est aussi très impliqué avec la vie bouliste sur le national d'ailleurs. Donc ces gens-là sont déjà impliqués avec ces valeurs sportives et forcément c'est beaucoup plus facile pour aller démarcher des clients, pour faire le boulot, le business et répondre au téléphone chaque jour. C'est une motivation, un moteur. Et je peux vous dire qu'avec le sport, nous trouvons vraiment toutes ces valeurs que nous pouvons donner à nos clients, que nous pouvons donner à nos fournisseurs, puisqu'avec l'Olympique Lyonnais, nous sommes clients, partenaires et fournisseurs. Donc vous voyez, on peut arriver justement avec l'entreprise à mailler un petit peu tout ça au niveau sportif. On y rencontre plein des petites entreprises, moyennes et des grosses entreprises, où là justement on peut faire du business, nous parler de notre boîte, ça c'est sûr, de la faire évaluer, mais de rencontrer d'autres personnes qui ont besoin de nous, puisqu'on est dans la partie très festive, puisqu'on loue du matériel, du mobilier, on loue du verre. Pour vous donner une petite idée, sur un match à l'OL, on est à 30 000 verres de location par match. Mais on est aussi à l'Asvel à 2000, on est aussi avec le Hand de Lyon, avec du manche debout, pour justement accueillir toutes ces entreprises. Donc tout ça pour vous dire que le lien entre le sport et l'entreprise, pour nous c'est un leitmotiv et c'est 100% de notre ADN. Voilà, je voulais ajouter ça aussi. J'en profite pour faire du coup la bascule vers l'autre vision et vous interroger peut-être par cette expérience-là de nombre de partenaires et de la fréquentation de ces événements. Qu'est-ce qui est recherché prioritairement par le privé dans le monde du sport? Qu'est-ce qui est apprécié? Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise va se déterminer à venir vers nous, les handballeurs, et à nous dire qu'elle souhaite nous aider? Alors de notre côté, c'est vrai que si on peut justement travailler avec le handball de Chambéry, puisqu'on cherche à mettre un local déjà sur la proximité d'Annecy, c'est justement de pouvoir proposer, nous, à nos clients, de les amener dans ces salles. Et c'est ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est beaucoup plus, c'est de plus en plus organisé à travers leur association, parce qu'à un moment donné, on parlait de coups à boire, de petits réduits sucrés, etc., avant le match ou après le match, mais à un moment donné, la sonnette sonne et il faut aller voir le match. Il faut prendre son client et lui dire voilà, le handball c'est ça, regarde ce qui se passe autour d'un parquet, regarde un petit peu toutes les entreprises qui sont là autour de la salle pour justement en parler. Et le fait il y a de la radio, il y a de la télé, etc. Donc nous, notre but c'est d'amener le client le maximum dans la salle ou dans le stade pour leur dire regardez ce qui se passe. Et en plus ils passent des super soirées parce que vous essayez justement de faire des choses exceptionnelles. Alors tout dépend justement du niveau, hein. Le stade des Lumières, on sait ce que Jean-Michel Aulas a fait avec ce stade. Après, on sait aussi ce que M. Ginon a fait avec le rugby. On sait ce que Parker avait amené à l'Asvel. On sait tout c'est. Donc, quand on parle de champion du monde de handball, c'est fabuleux. Moi, c'est un sport que je ne connaissais pas. J'ai jamais tant rêvé, tant vibré devant l'équipe de France. Donc c'est un tout, c'est pas du rabâchage, ça se fait naturellement après un match en disant regardez, vous avez passé une bonne soirée, vous allez revenir avec des clients, vous allez être apporteur d'affaires, apporteur de plein de valeurs, et c'est ce qui fait que nous on recherche justement cette valorisation de notre entreprise à travers votre sport. Surtout si en plus on a des garçons qui ont des palmarès énormes, et ça qui sont accessibles, on peut discuter avec eux, et ça c'est fabuleux pour nous. Voilà. Si j'ai répondu à votre question. Du coup, j'en ai une autre, mais qui va dans le prolongement. Est-ce que, peut-être je m'adresse à tout le monde, le fait d'être support et que le sport soit le support justement de la valorisation des entreprises dans l'autre sens, est-ce qu'on peut projeter ça aussi dans des fonctionnements qui sont plus locaux, avec des clubs qui sont plus petits
et avec des moyens de réseau qui sont peut-être un peu plus faibles. De votre expérience, est-ce que c'est réplicable ? C'est tout à fait ça. Hein. Moi, personnellement, je suis du côté de Belleville-sur-Saône. On a été partenaire avec le foot de Villefranche. Donc, on a commencé avec le foot de Villefranche, on est venu avec le handball à Lyon. Petit à petit, l'entreprise a grandi avec le sport qui était à proximité de ce qu'on pouvait nous offrir. Et ce qu'on pouvait faire, parce qu'à un moment donné, on a un joli catalogue, de mieux en mieux, grâce à Kiloutou qui nous aide financièrement, et on va pouvoir encore faire de très belles choses dans les années qui vont venir sur le développement. Mais on a vraiment démarré avec des clubs qui avaient besoin de quelques verres, de quelques manches debout, de tables pour une réception. Après, à un moment donné, effectivement, on n'est pas le fournisseur où on nous appelle toutes les 5 minutes pour nous demander quoi que ce soit, parce qu'on a toujours besoin, justement, nous, de l'entreprise. Donc, à un moment donné, il faut dire stop, il faut dire attendez, nous, voilà ce qu'on sait faire, voilà jusqu'où on peut aller, voilà jusqu'où on peut vous amener. Et les clubs comprennent très bien, et je peux vous dire, quand vous les dépannez tout au début, ils se rappellent de vous, ils sont fidèles, et aujourd'hui, nous amènent du business et vice-versa. Parce qu'à un moment donné, sur notre site internet, vous allez tous aller voir demain, j'espère, et vous verrez que les logos qui sont apposés par les beaux clubs avec qui on travaille, mais aussi des petits clubs, et c'est avec cela justement qu'on aimerait aller démarcher, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je lance un appel au président, appelez-moi pas demain matin pour avoir un plein camion de vaisselle ou de mobilier, mais on arrivera toujours à aller vous voir, et puis de voir ce qu'on peut faire ensemble. Voilà. Je m'adresse peut-être à Guillaume, qui a vu le côté intérieur du grand stade, à l'époque Stade des Lumières, et qui a vu aussi le fonctionnement de clubs de handball vraiment sur le terrain quotidien et dans des fonctionnements beaucoup moins énormes. Qu'est-ce qui est réplicable ? C'est vraiment difficile, voire impossible de comparer les deux entre le Parc OL et des structures associatives qui bénéficient d'une enceinte sportive uniquement le samedi de 18h à 22h, où ils n'ont parfois pas toutes les clés de toutes les salles. Donc c'est pour créer des coins hospitalité ou améliorer l'ensemble du bâtiment pour accueillir au mieux les clients. Il y a de vraies questions à se poser sur l'exploitation, et je reviens aussi un petit peu sur les ressources humaines, parce que ce n'est pas les mêmes compétences entre chacun. Connaissant très bien la société Loca Réception, que ce soit sur du niveau comme le Parc OL ou sur un club comme Caluire que je connais assez bien, je pense que Loca a vraiment une expertise sur rien que du mobilier à apporter dans une salle, dans un coin, pour pouvoir créer vraiment un espace de réception qui ressemble à un espace de réception. Parce que dire je vends de l'hospitalité ou du VIP, on met une table en bois qui a 40 ans, alors j'ai rien contre les tables qui ont 40 ans, où dessus on pose une bouteille de champagne et 5 gobelets en plastique, ça fait pas très qualité, et alors ça fait convivial, c'est sûr, le handball c'est convivial, surtout dans les structures amateurs, mais si on veut essayer de gravir une marche, et j'ai bien une marche, ça veut dire qu'on a encore tout un escalier à monter, il faut vraiment prendre contact avec des sociétés comme Loca. Et il ne va pas me donner d'argent après, je vous rassure, je ne fais pas de la pub pour Loca, il y en a sans doute plein d'autres, mais je connais bien. Ils sont à même de pouvoir proposer des solutions pour pouvoir accueillir votre public dans les meilleures conditions. Voilà. Après, je charge à vous de trouver les éléments financiers qui iront avec, mais vraiment, il faut s'appuyer sur des entreprises où c'est leur cœur de métier, quoi. Personne n'a la vérité sur des sujets que vous connaissez pas, quoi. Pour rebondir par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que tu peux avoir comparé le Parc OL avec d'autres salles, mais nous, par exemple, au Phare, on démonte et on remonte à chaque match. Donc, on n'utilise jamais, il faut à chaque fois qu'on range tout, qu'on mette les verres, les tables, les manches debout. Donc, vous, si vous avez d'autres structures, c'est la même chose. Vous pouvez très bien faire venir des chapiteaux, des tables pour des événements particuliers. Voilà, donc c'est quand même aussi de la manute, et le Phare ne nous appartient pas. On est obligé d'enlever à chaque fois toutes les visuels, donc c'est de la manute en plus. Voilà, donc tout est possible, c'est pas... En ça, vous partagez finalement l'avis de la plupart des clubs, de ne pas être propriétaire des locaux qu'on occupe dans les... Tout
tout à fait. Tu joues le mardi, enfin tu joues le mercredi, le jeudi tu as un concert, il faut tout démonter, tu remontes le vendredi, tu as un autre concert le samedi. Donc ouais, on n'est pas chez nous. Je pense qu'on est même moins chez nous que certains clubs où on peut pas laisser de photos dans les VIP. Tu peux pas identifier, même si ils nous disent on est club résident, dès qu'on laisse un truc marqué Chambéry, ils disent faut venir l'enlever. Donc là on est en train de renégocier la DSP, mais voilà, c'est toujours compliqué, mais tout est possible et tout est faisable. J'ai peut-être une question à Thomas dans le retour qui est fait par les entreprises. En fait, comment est-ce que vous mesurez l'impact que vous avez sur leur satisfaction, sur ce qu'ils viennent chercher chez vous, et est-ce que c'est par la relation commune d'échange, ou est-ce que vous faites d'autres choses? C'est surtout avec les commerciaux qui gardent quand même un contact fréquent avec les partenaires. C'est ce qu'on essaye de faire pour les satisfaire. On essaye d'être avec eux, pas seulement pour le soir de match et pour signer le contrat, mais d'être là tout au long de l'année et de pouvoir faire avoir une relation bonne avec eux. Et c'est là où on arrive peut-être le plus à échanger avec eux et qu'ils soient peut-être plus francs avec nous aussi pour certaines choses. On fait ça, on fait aussi des enquêtes de satisfaction de temps en temps. Avec un Google Form, c'est super rapide et vous pouvez déjà voir un peu ce qui se passe. Mais ouais, on essaye aussi c'est peut-être pas forcément la question là, mais je voulais dire, on essaye de vivre au-delà de nos 20 matchs et au-delà de simplement la signature de contrat. Je pense que même les clubs amateurs peuvent faire des choses comme nous. On fait un tournoi des partenaires, on essaye de rencontrer les partenaires tous les mois avec des dîners, des choses comme ça. Ça nous coûte, avec des thématiques, ça nous coûte 0 parce que c'est les partenaires qui financent ce repas. Mais voilà, on essaye alors on a peut-être plus le temps que des bénévoles, mais on essaye de créer des petits moments comme ça pour montrer que ils sont pas juste là pour nous donner un peu d'argent et qui sont importants, que ce soit les soirs de match, mais qui sont aussi importants. Je pense que les entreprises recherchent aussi ça. Voilà. Un partage sur la convivialité aussi et du suivi. Voilà, c'est ça. Et puis, voilà, tous ces petits événements-là. Il parlait du tournoi des partenaires, on a plus de 30 équipes qui font un tournoi des partenaires, ça commence la semaine prochaine, donc on fait arbitrer les matchs par les joueurs. Donc ça, n'importe qui peut le faire, les joueurs viennent arbitrer les matchs, il y a une sorte de formation. Il y a 6 journées, 6 soirs, et les gens viennent jouer dans la salle du phare. Après, il y a un moment convivial avec les gens qui font des duos, les spécialités un peu saverndes. On essaie aussi de faire une fois par mois des thématiques, on essaie de les dépasser avec nous sur certains dépassements. Et là, l'objectif quand on va faire l'académie, c'est de leur mettre à disposition un endroit où, par exemple, tous les jeudis, ils viendraient, ils diraient, ils n'ont pas besoin de réserver. Ils disent, on vient, il y a un coup à boire, il y a des joueurs qui passent, si on veut faire une thématique. Voilà, toujours pour essayer d'être au plus près d'eux, d'être le plus convivial possible, de discuter avec eux, d'attendre un retour. Parce que voilà, c'est avant tout des clients, et ne perdre viser mieux qu'un ami, un client. Après, c'est tout bête avec le tournoi des partenaires, mais c'est vrai que les entreprises, du coup, certaines vont inviter des fournisseurs pour venir jouer avec eux, et du coup, des clients, des employés qui viennent jouer, et du coup, de la satisfaction. Je pense que même dans des clubs amateurs, on peut aussi s'amuser autour du handball, et du coup, peut-être proposer ça à vos partenaires. C'est des choses, ils payent ils payent l'entrée, etc. Mais je pense que c'est des petites choses qui peuvent être adaptées aussi, nous, en tant que club professionnel, mais aussi en club amateur. Après, nous, on se fait l'argent sur la buvette, etc. Mais voilà, des petites choses qui, du coup, les partenaires peut-être recherchent aussi, même dans un club amateur. Là, je fais mon petit éclairage fédéral, mais on a quelques produits qui peuvent fonctionner dans ce cadre-là. Par exemple, le 4 contre 4, le handfit, qui sont des supports intéressants pour développer avec les entreprises, qui sont faciles d'accès et qui sont utilisables, et déjà utilisés. Alors, je voudrais donner la parole à Richard sur l'aspect humain, mais dans le sens justement de l'attente des entreprises. Et peut-être que tu peux nous parler de ton expérience d'insertion, de parcours professionnel, mais aussi justement du lien qu'on peut avoir entre la formation, l'insertion professionnelle dans les entreprises et le sport. Moi, aujourd'hui, si vous voulez, depuis maintenant 2 ans, après avoir développé une structure, notamment qui était une structure pour développer l'emploi dans les associations sportives, parce que comme je disais tout à l'heure, effectivement, les clubs associatifs, les structures, notamment les petites structures, moyennes structures, ont besoin d'avoir ces compétences-là au travers, comme le disait tout à l'heure
Laurent, stagiaire, mais moi j'étais plus sur l'emploi pour développer des compétences et le développement. Maintenant, je suis plus sur un autre métier qui est l'insertion par le sport. Et justement, on se rend compte qu'aujourd'hui, et c'est un axe qui me paraît intéressant à développer demain pour les structures associatives et les entreprises aujourd'hui disent, nous, on a besoin de plus en plus, j'expliquais tout à l'heure, on échangeait avec une entreprise, on a besoin d'avoir des personnes qui ont du savoir-être, parce que dans le domaine de la compétence, le savoir-faire, c'est une chose, le savoir aussi, mais le savoir-être devient de plus en plus important. Et mon regard aujourd'hui, et par rapport à ma relation avec des entreprises, effectivement, et qui disent, qui ont ce discours-là, on a décidé aujourd'hui, par exemple, d'aller chercher justement ces futurs salariés dans le domaine du sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'aujourd'hui, dans le sport, dans les structures associatives, il y a des bénévoles qui sont très engagés, il y a des pratiquants qui sont très engagés, il y a des éducateurs, enseignants qui sont très engagés et qui n'ont pas de travail. Et bien aujourd'hui, effectivement, les entreprises vont pouvoir demain aller chercher dans les structures associatives ces personnes-là. Donc c'est l'enjeu aujourd'hui qu'on a sur cette action-là sur la métropole. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'effectivement, c'est encore une fois intéressant pour l'entreprise, pour le partenaire, et c'est aussi intéressant pour la structure associative, parce que le partenaire va dire aujourd'hui, moi, la démarche qu'a le club, il a une démarche toujours sociale, sociétale. Ben, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que de plus en plus, on se rend compte qu'on n'est pas forcément intéressé par la compétition au match, mais on est intéressé par ce que va faire la structure associative. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des entreprises qui disent ben, moi, je veux bien accompagner financièrement ces structures associatives. Et même en contrepartie, ben, je sais qu'aujourd'hui, si j'ai besoin d'avoir des salariés dans mon entreprise, je sais que je peux aller chercher ces salariés-là, d'accord, dans les associations, parce qu'il y a des personnes qui sont très engagées. Donc je crois que c'est ce qu'on appelle nous, c'est une économie circulaire, c'est-à-dire que effectivement, c'est de l'innovation sociale, c'est de l'économie circulaire, mais parce que l'entreprise s'y retrouve aujourd'hui, dit aujourd'hui, moi, avant tout, je veux recruter des personnes qui soient engagées, et après, peut-être que je vais les former dans l'entreprise. Et c'est là où la notion de formation aussi, d'accompagnement, parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est important d'accompagner les entreprises, vous le disiez, il faut les accompagner, et puis accompagner ces personnes-là. Donc je crois qu'il y a un lien vraiment important entre l'association, les entreprises, au travers de l'emploi, qui est aussi au corps de l'actualité aujourd'hui. Et l'expérience que j'ai depuis 6 mois maintenant avec une structure qui a été montée par des chefs d'entreprise, ça donne des résultats intéressants, parce que les entreprises nous disent effectivement, vous nous garantissez des personnes qui sont engagées dans les clubs, et nous on veut bien peut-être accompagner ce club-là, et puis ensuite vous nous garantissez un accompagnement. Voilà. Donc le lien entre l'association sportive, et quelle qu'elle soit, là je ne parle pas de l'association de haut niveau, ça concerne tout type de structure associative. Voilà, donc voilà un petit peu un exemple d'accord, entre l'entreprise et le sport, et des valeurs justement qui sont intéressantes pour l'entreprise. Parce qu'on retrouve effectivement le transfert des compétences, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans l'entreprise on recherche des gens engagés, investis, collectifs, qui soient présents, qui sont assidus. On les retrouve aujourd'hui dans les clubs. Dans les clubs, on retrouve des personnes engagées, c'est des bénévoles, c'est des pratiquants aussi. Alors pas des pratiquants qui font un club une fois et puis qui en font un deuxième, non. Parce que nous, cet engagement, on va le vérifier, bien entendu, mais on retrouve des similitudes et puis des compétences complètement transférables au travers surtout du savoir-être. Alors c'est quelque chose qui est nouveau et qui peut paraître surprenant. En gros, ça reviendrait à dire qu'on peut valoriser aussi la force humaine de nos clubs et que les entreprises peuvent aussi parier sur nous pour cette force humaine. Du coup, je faisais un petit lien dans ma tête avec un mot que Laurent a cité tout à l'heure, tu as parlé d'académie. En fait, est-ce que vous êtes aussi sur ces réflexions-là, dans une forme plus globale, quelque part, de formation des jeunes gens, de formation... et est-ce que vous intéressez vos partenaires aussi par ce biais ? Nous, c'est notre force. Si on fait, alors l'académie, c'est un nom qu'on a appris, parce que c'est vrai que derrière, on va essayer de trouver quelqu'un avec un naming et tout, donc c'est plus vendeur, mais ça va être ni plus ni moins un centre de formation. C'est en parallèle avec la Fédération française, qui voit ça d'un très bon œil. On ne veut pas les concurrents, et la formation en France est très bien faite. Il y a des classes sportives, il y a les pôles, et après il y a les centres de formation. Donc nous, on viendra du centre de formation. Et c'est vrai qu'on on est en train de travailler sur une augmentation de capital grâce à cette académie. Il y a beaucoup d'entreprises intéressées. Donc c'est vrai que c'est un levier encore plus. Après nous, c'est important parce qu'on va ouvrir aussi à d'autres sports. On va ouvrir on sait qu'à Chambé, il y a des biathlètes,
les cyclistes, et voilà. Donc on ouvre à d'autres sports. Et voilà, on veut faire un lieu de vie. On a un problème, nous, à Chambéry, de créneaux pour les gamins. Donc là, on construit notre propre gymnase, ce qui fait que ça va libérer plein de créneaux pour la ville. Et voilà, tout est lié, quoi. C'est à la fois du social, ça va permettre à d'autres associations de venir sur les créneaux que nous on utilisait. Nous, pour avoir un suivi toute la journée des gamins, quoi. Les gamins vont s'entraîner à 14h, 16h, 18h. Là, il fallait qu'on aille dans chaque gymnase pour les voir. Il y a un lieu commun, à Chambéry, par exemple, on n'a pas un club house ou un foyer où l'association se réunit. Donc là, typiquement, ils pourront se réunir là, tous les départs des entraînements des bus se feront ici. Donc voilà, c'est tout ça pour fédérer un petit peu toute la sauce, tous les gens qui gravitent autour. Et c'est vrai que pour nous, c'est un levier. Quand on en parle un petit peu autour de nous, ça fait sens. Le président de la Fédé nous a appelés. Donc voilà, ça éveille un peu. On continue. Je vais juste rajouter aujourd'hui j'ai connu le football, j'ai connu le basket et j'ai connu le handball au travers des valeurs qui sont véhiculées et que je partage, que dit Laurent, quand le handball conserve ces valeurs-là. Moi, je crois que l'enjeu aujourd'hui du handball et des associations sportives et d'une fédération, c'est de dire aujourd'hui si le handball permet d'éduquer des jeunes et d'être sur l'éducation citoyenne, ce que l'on ne fait plus trop dans les autres clubs. Encore une fois, dans d'autres activités, on est plus sur le résultat que sur ce que j'appelle moi la performance. La performance, c'est l'éducation citoyenne. Si on est toujours sur la sociabilité, si on est toujours sur l'aspect, on va dire, collectif, et en plus, si on y rajoute l'employabilité, c'est-à-dire que si le handball dit aujourd'hui, au travers de nos clubs, les associations sportives, au travers de ce qu'elles font, elles permettent d'éduquer, de rendre plus social et de renforcer l'employabilité, là, je pense que ça va intéresser les entreprises. C'est-à-dire, si moi, je me positionne en tant qu'entrepreneur, j'irai puiser plutôt, effectivement, rechercher mes salariés dans des structures associatives où je suis sûr qu'à un moment donné, ces personnes-là ont reçu une éducation citoyenne, sont sociales, sont collectives, ce qu'il fallait rendre plus employable parce que c'est ce que je veux rechercher dans l'entreprise. Donc, quand j'avais créé une structure qui avait 13 salariés, c'était pas énorme, mais on était 13 salariés, on avait 1,4 million de développement, on avait créé aussi quelque chose dans les dom-toms. Moi, ce que je recherchais avant tout, c'était les valeurs. Et tous les salariés venaient du sport, tous, pratiquement, ils étaient tous. Et on avait vraiment développé un esprit collégial, collectif, vous voyez, avec des valeurs, mais parce que je suis allé chercher dans la structure. Donc je dirais, aujourd'hui au niveau du handball, que ce soit club professionnel ou structure associative, si je pense qu'on peut répondre à ces 4 thématiques, et notamment l'emploi, rendre quelqu'un plus employable quand il a 18 ans ou 20 ans, et ben, je pense que ça peut intéresser des entreprises d'aller puiser dans les clubs associatifs, plutôt qu'aller chercher. Alors, ce que font certains de ces clubs de football, j'ai parlé de la Luchère, que je connais très bien, puisque j'ai accompagné à l'emploi 12 gamins dans une grande banque, et ce que fait le président Tria, mais c'est une exception dans le football de voir. Parce que quand on parle de démarche sociale, sociétale, qui est un peu virulent, des fois c'est quand même de l'affichage. Il faut reconnaître qu'à un moment donné, c'est quand même un petit peu de l'affichage. Il ne suffit pas de mettre des boîtes aux lettres et puis de dire je mets dans l'urne, je mets encore une fois ma demande d'emploi. Ça ne suffit pas, ça. D'accord, parce que ça se fait, je le sais. Non, il faut qu'on aille plus loin. Donc si on n'est pas dans l'affichage, je pense qu'on peut répondre aux besoins des entreprises et qui auront plutôt puisé leurs ressources humaines, bac -5, bac +5, peu importe, comme je dis souvent, dans des structures associatives. Et je crois que là, il y a un enjeu, et je pense que si le handball a à prendre le pas dans cette direction, parce que ça ne se fait pas aujourd'hui, ou très rarement. On parle de l'insertion par le sport, certes, mais est-ce qu'on va jusqu'au bout de la démarche? Je ne suis pas sûr. Si on va jusqu'au bout de la démarche, qui est l'accompagnement, là, je pense que le handball peut prendre le pas dans l'innovation sociale et l'économie circulaire sur bon nombre de structures, que ce soit le football, le rugby ou le basket, que je connais. Voilà, c'est le conseil que je pourrais donner. Alors du coup, je trouve que ça rejoint beaucoup l'idée développée par Laurent tout à l'heure. Et ces petits jeunes qui participent et qui s'autogèrent et qui font du projet auto-organisé, comment est-ce que vous les voyez changer? Est-ce que justement ils deviennent des citoyens? Est-ce qu'ils deviennent valorisants aussi pour les entreprises qui sont venues avec eux? C'est bien le but. Dis-moi, moi je me retrouve complètement. Et après, je ne veux pas parler de tous les projets que j'ai en tête parce que. Mais ça a du sens. Aujourd'hui, ne serait-ce que notre jeu met en œuvre un certain nombre de choses qui intéressent l'entreprise. La prise de décision rapide, le fait de travailler en collectif, le fait de travailler en attaque, le fait de travailler en défense,
etc., si vous réfléchissez aux valeurs du handball et par rapport à ce que recherche une entreprise, ben nous, on peut aussi apporter, au travers de nos éducateurs, faire des propositions dans ce sens-là pour des entreprises. Hein. Mais on sort à nouveau de notre domaine où on transpose les choses. C'est-à-dire qu'on prend des jeunes qui n'ont jamais fait de handball, on leur fait faire du handball pour les voir en situation et voir comment ils peuvent se comporter en entreprise. Et voilà. Donc, je voudrais rajouter quelque chose, notamment qu'on va ensuite dire, c'est j'aimais bien souvent qu'on différencie la performance et le résultat, ce que malheureusement on ne fait pas souvent. La notion de résultat, bien sûr qu'elle est importante dans les entreprises, bien sûr qu'elle est importante dans le sport. Mais moi, ce qui me paraît le plus important, c'est d'abord, avant de mettre ce que vous avez dit, avant de penser au résultat, il faut penser performance. Et la performance, c'est les moyens qu'on met. Et moi, quelqu'un me disait, un gros chef d'entreprise et qui était responsable d'un gros club sportif également, mais Richard, effectivement, la différence, c'est que quand on est dans le basket, le ballon peut tomber d'un côté ou de l'autre, et le résultat, bon, mais en tout cas, la performance, c'est les moyens qu'on met. Et moi, c'est ce que vous disiez, c'est que si on met les moyens dans une structure associative au niveau de l'éducation, et comme vous disiez, donc on éduque, et forcément, on va retrouver ces moyens-là dans l'entreprise qui sont identiques. Voilà, c'est pour ça que si on met la notion de performance avant la notion de résultat, moi je dis souvent, quand on est performant, de toute façon, on a du résultat. Sauf que des fois, on veut des résultats rapidement et se détriment la performance. Mais voilà, donc c'est pour ça que l'éducation, tout ce qu'on va faire qu'on va permettre à des personnes de grandir et de leur permettre demain de rentrer dans le monde du travail et dans l'entreprise partenaire, hein, comme je disais. Et c'est pour ça que je suis persuadé, et pour faire le constat depuis maintenant, on va dire un peu plus d'1 an, puisque je suis investi sur un projet qui est né à Vaux-en-Velin, je suis persuadé que ça va intéresser bon nombre d'entreprises et de plus en plus d'entreprises au travers des premiers résultats qu'on a, au travers de l'emploi et de ces personnes qui sont très engagées. Voilà. Donc c'est quoi ? Mais différencions quand même la performance du résultat, et c'est pour ça que j'étais bien content d'apprendre qu'à un moment donné à l'Olympique Lyonnais, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la performance depuis 1998, on recrutait des personnes de la performance. Hein, alors que la performance, on n'en connaît jamais parlé, justement. Tout ça me fait penser quand même qu'on est très très loin de « posez-moi un panneau et je te donnerai 200 €. Enfin, en tout cas, ça me paraît très transformé. Ah oui, de toute façon, c'est évident. Je ne vois pas quelle entreprise maintenant donne de l'argent si tu lui mets juste un panneau. Enfin, voilà, parce que c'est un ami de la famille. Mais non, il y a tout à construire autour. Et puis c'est pareil, le mec qui veut prendre des places et tout, s'il fait pas le boulot, s'il vient pas à tous les matchs, s'il veut pas voir ses clients, s'il invite pas des trucs, on leur dit quand on va aller voir un rendez-vous, ça sert à rien. Si vous prenez un abonnement pour jamais venir, nous on a une statistique après chaque match, on reçoit les gens qui sont venus, qui sont pas venus. Au bout d'un moment, on les appelle, ça fait 3 mois que t'es pas venu, il y a un problème, il y a quelque chose. Bon là, c'est du taf, mais bon, c'est intéressant et puis c'est ce qui permet d'avancer. Hein. On s'enrichit de ce que nous disent les partenaires et vice-versa. Du coup, il y a une question qui me vient aussi. Thomas, Laurent, est-ce que vous avez déjà viré un partenaire ? Virer, il y en a qui sont un peu lourds. Ça paraît bizarre. Non, virer... partenaire, je veux dire. Non, enfin, il y en a qu'on n'a pas signé, ouais. Il y en a qu'on n'a pas voulu signer. Ouais. Il y a des partenaires qu'on ne veut pas signer. Après, je ne sais pas, dans les questions, il y avait les exclusivités. Donc, c'est pareil, l'exclusivité d'un partenaire, ça a un prix, hein, c'est toujours la même chose. Donc, nous, on essaye typiquement, on a 6 ou 7 assurances, une dizaine de banques. Donc voilà, après, il n'y a pas d'exclusivité. Il suffit que trouver ce que les gens veulent, ce que les partenaires veulent et les faire cohabiter. Et ça se passe très bien. Pour les gens qui sont intéressés, je rebondis sur ce que disait Richard. On a un club du Lyonnais qui est le club de Roanne qui avait monté un projet dans le bassin rouennais sur la collecte des savoir-être avec les entreprises et qui avait généré en fait une sorte de carnet de bord éducatif pour les jeunes gens entre 15 et 18 ans qui développaient chez eux les qualités qui étaient nécessaires pour l'employabilité et la formation. Et un projet en fait qui a servi à ramener beaucoup de partenaires locaux. Alors après, dans une économie qui était celle d'un club régional, mais effectivement où on voit bien que le volet éducatif et finalement les projets sur la formation peuvent servir à ça. Et derrière, ce qui est assez étonnant, c'est que beaucoup de DRH du secteur rouennais, des entreprises qui étaient sur cette zone-là, ont récupéré le travail pour faire un travail sur le recrutement et en valorisant beaucoup du coup les jeunes gens qui sortaient des clubs sportifs et associatifs, et notamment du sport collectif.
Bon, après ça, nous, c'est notre dada de handballeur, la prévalence du sport co sur les sports individuels en termes éducatifs. Et voilà. En tout cas, les entreprises trouvent leurs bénéfices et trouvent de la valorisation dans ces démarches-là. Je crois que le projet, d'ailleurs, il doit toujours être accessible quelque part en ligne sur un de nos sites de la Ligue. Et si ce n'est pas le cas, d'ailleurs, je le ferai reposer si vous souhaitez, ou on le transmettra dans les documents avec la convention et avec les différents documents de ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées ou... Oui, bonsoir, Christian Guiraud du Valence Handball. Je voulais savoir, M. Mullier, s'il avait utilisé des agences de publicité extérieure pour recruter des partenaires, et si c'est le cas, si ça avait été efficace ou pas. Alors oui, on avait à l'époque signé avec Canal Plus Events. C'était la régie qui gérait l'Asvel, et ça n'a pas été efficace du tout en fait, parce que c'était des régies qui avaient beaucoup plus... Ils n'avaient pas que le handball en fait, ils avaient le foot, le rugby, le basket et le hand. Donc en fait, le hand récupérait les miettes de ce que les autres voulaient pas. Ils n'étaient pas force de proposition, et on s'était rendu compte qu'on faisait beaucoup mieux. Nous, on connaissait beaucoup plus notre territoire, et du coup, on a arrêté. Et depuis, on travaille en interne. Donc on a arrêté les agences qui nous vendent un peu du rêve en disant on va vous ramener des partenariats. Après, ça n'empêche pas d'avoir une agence à côté et puis voilà, de les intéresser au pourcentage si jamais ils vous ramènent de l'argent. Mais à l'époque, Canal avait l'exclusivité. Et voilà, donc, pour vous dire, on ramenait nous en interne, on ramenait 1,9 million 100 000 euros. Et je crois que Canal avait ramené 90 000 euros. Donc voilà, on s'est donné de l'argent à des gens pour faire ce qu'on sait faire, c'était pas top. J'avais une autre question. Quand vous jouez dans la salle avec 900 personnes, ça a dû vous changer quand vous êtes allé au phare. Le développement a été multiplié par combien, le fait de changer de structure et d'avoir quelque chose avec des possibilités plus grandes? Je vous parlais en termes de chiffre d'affaires billetterie. On était à l'époque sur une saison à 100 000 euros de billetterie à Jean Jaurès, et on est passé à 800 000 euros en un an. Donc on a multiplié par 8. Bon, alors il y a eu un effort, on est arrivé là-bas, on dit comment on va faire, on avait un peu peur et tout d'arriver dans cette grande salle. Et il y a le phénomène, c'est ce que disait, hein, quand à l'époque il y avait des tout petits cinémas, les gens n'allaient pas au cinéma. Depuis qu'ils ont fait des grands Gaumont, avec où vous arrivez, où vous garez, les salles sont pleines. Donc voilà, il y a toujours un effet, il y a un engouement derrière. On a fait un gros travail aussi, justement, d'aller chercher, travailler avec les clubs aux alentours, travailler avec les associations aux alentours, aller chercher des partenaires. C'était beaucoup plus facile d'accueillir un partenaire au phare. Le mec, il arrive, il se gare, il a les hôtesses qui l'accueillent, il va au salon, il boit un coup, il repart, il est tranquille. Alors qu'avant, Jean Jaurès, il mettait un quart d'heure pour trouver une place. On était dans un Algeco, donc c'était voilà. Tout ça a été lié. Après, par contre, maintenant, il faut trouver de nouvelles ressources. Avec les difficultés que vous aviez tout à l'heure, le montage, c'est des bénévoles qui font ça? Non, c'est nous. C'est vous, c'est Ouais, c'est les administratifs, puis des fois on prend des intérims de temps en temps. Mais on est 9 administratifs, puis on a Bertrand Gilles qui nous a rejoint maintenant. Donc il veut prendre cash, mange le bois lui tout seul. Donc ça va vachement plus vite. D'ailleurs, on fait toujours le montage quand il est là, parce que sinon. Non, mais c'est nous qui le faisons, ouais. Ouais. Embaucher des déménageurs costauds, c'est important. Ah, par contre, le montage de la salle, le parquet et tout, il nous livre le parquet monté et tout. Donc nous, il faut qu'on prenne en charge le montage des panneaux lumineux. Donc ça, c'est des intérims qui le font. Et après, tous les salons VIP, montage, démontage, c'est nous qui le faisons. Qu'est-ce que vous faites pour attirer les élus? Pour attirer les élus? Alors, on a un peu la chance dans la région d'être le seul club. Donc les élus, déjà, ils venaient avant qu'on soit au phare. Après, on a quand même beaucoup d'actions qui sont faites justement au niveau social. Et puis après, les élus, voilà, ils aiment bien se montrer. Donc nous, on les a fait des invitations. Par contre, on a arrêté tout ce qui était invitation. On s'est dit que le handball, à Chambé, là, on a dit qu'on arrêtait toute la politique d'invitation. Il fallait que les gens viennent voir un spectacle. Donc après, on a des différents tarifs de prix, mais on arrête tout ce qui est invitation. Les opérations qu'on fait justement billettiques, c'est-à-dire que c'est plutôt que d'offrir des places, on dit à l'association, ok, on vous met à disposition 300 places, vous en vendez. Donc à chaque fois qu'ils vendent une place, on leur reverse 5 €, il y a un chèque qui est remis à la mi-temps. Donc l'année dernière, on a remis plus de 20 000 € à des associations caritatives. À chaque fois qu'ils viennent au match, ils ont un stand à l'accueil, ils peuvent présenter leur association.
Et pareil avec les clubs aux alentours, les fan clubs. Et voilà, enfin les élus, nous les élus nous soutiennent bien. Ils ont adoré le projet d'académie, donc ils nous mettent à disposition le terrain. Et on fait un bail amphithéotique sur 30 ans, donc sur la partie gymnase. Donc, le bail amphithéotique, ça veut dire qu'au bout de 30 ans, le bâtiment va leur revenir. Eux, ça les intéresse doublement, parce que déjà, ça libère tous les créneaux de la ville. Donc ils vont pouvoir mettre des écoles, des gamins et tout. C'est un double intérêt, donc ça c'est important pour nous. Ah oui, je vous confirme qu'il y a beaucoup de partenaires qui demandent à rencontrer certains élus. Oui, c'est important. C'est un appât, oui, mais il y a beaucoup de partenaires qui nous demandent d'ailleurs quels sont quand on fait les repas à table, notamment, il y en a qui nous demandent d'être avec tel élu. Voilà, surtout des grosses boîtes de marché public. Mais oui, c'est important. Ça aide. Donc, Julien Bertigny, président du Valence Handball. Donc nous, on a un club qui est entre Tassin et Chambéry, non seulement sur le plan géographique, mais sur le plan de développement. L'importance du public, bien sûr, et l'importance des supporters. J'ai vu que vous avez réussi avec bonheur l'intégration des supporters du foot. Comment vous avez fait? Alors je vous pose cette question parce que nous avons une entrée également, nous. On peut peut-être récupérer un de ces jours les anciens supporters, clubs de supporters de foot. Et bon, voilà, comment ça peut se passer? Est-ce que c'est important? Ça a été long, il y a eu beaucoup de discussions avant. On était avec Thomas et puis Pierrick, le responsable de la billetterie. Avant qu'on accepte qu'ils viennent à la salle, on a dû les voir une dizaine de fois. Parce que nous, en plus, c'est un groupe ultra, donc les ultras, c'est pas les mêmes. Au départ, ils voulaient chanter torse nu, ils voulaient balancer du PQ sur le terrain. Ils voulaient, leur rêve, c'est de faire péter des fumigènes dans la salle. Donc on leur a dit ça va pas être possible. Alors ils les font péter avant le match. Donc il y a un partenaire à nous, là, c'est GED, qui est juste en face du phare. Il leur fait un truc à boire avant, ils boivent des bières, ils font péter les trucs. Ça a été long, hein, c'est compliqué, puis il faut les cadrer. Hein. Enfin là ils boudent, hein, cette année on les a pas, hein, la partie frégat. Ils boudent parce qu'il y a eu un problème à Célestat où Célestat justement les a mal gérés quand ils sont arrivés. Et donc voilà, ils disent que le club les a pas soutenus alors qu'on les a soutenus. Enfin voilà, on a mis plein d'actions en place avec eux. Bon, il faut savoir qu'on leur offrait des déplacements en bus. On leur a mis des salles à disposition pour qu'ils fassent leur banderole et tout. Mais oui, c'est des. Enfin, je sais pas, Thomas pour en parler aussi. C'est des discussions sans arrêt, quoi. Des discussions sans arrêt. On a eu les renseignements généraux qui sont venus avant pour discuter, savoir prendre des photos, s'il y avait des groupes. Quand on allait jouer à Aix-en-Provence, ils avaient arrêté les bus sur la route. Donc, mais bon, après, par contre, ils mettaient une super ambiance. Je crois qu'ils n'ont jamais eu un match en fait, parce qu'ils sont toujours dos au match, donc ils savent pas les buts, mais ils savent pas les règles en plus. Mais voilà, bon, c'est vrai que ça met une super ambiance. Ils étaient vachement, ils viennent du foot, donc leur rêve c'était de faire des tifos. Ils ont fait le plus beau tifo qu'on ait jamais eu dans une salle de sport là contre Montpellier. Voilà, mais c'est du taf. Et puis je pense qu'il faut cadrer les choses, hein, puis bien être ferme avec eux. Après, il faut faire attention. Il y a eu 2-3 débordements de temps en temps parce que des fois, ils invitaient d'autres personnes. Bon, après, avec les gens de la Sécu, en discutant, ça se réglait. Un truc à rajouter. Ouais, ils sont venus parce que du coup, c'est vrai qu'il n'y avait pas de club de foot par là. Et du coup, ce qu'ils recherchent, eux, c'est de faire la fête et de chanter. Et c'est vrai que le match, ils ne le voient pas. Et qu'on gagne ou qu'on perde, ils s'en foutent. Voilà. Mais voilà, c'est de faire la fête. Après, nous, c'était des ultras, et c'est vrai qu'ils ont une mentalité d'ultra, ils sont très gentils, hein, mais là, par exemple, c'est vrai qu'ils nous boudent un peu pour cette saison. On essaye, on rame, mais je pense que l'année prochaine, ils seront là. Mais c'est vraiment un plus. Pour vous, je pense que ça peut être un plus. C'est vrai que nous, on était le seul club au départ à avoir 2 groupes de supporters. Les gens venaient pour la Fréga, et moi, mes amis, ma famille ou qui venait, c'est vrai qu'ils passaient aussi une bonne partie du match à regarder ce qu'ils faisaient. Et ils nous ont permis de faire le tifo contre Paris, le tifo contre Montpellier qui était exceptionnel à une sorte de 3D. Ça nous a vraiment mis à un niveau de communication. On parle de nous derrière avec ça. On a été élu le plus beau tifo. Voilà, même les ultras du foot parlaient de nos frégas. En termes de communication, etc. C'est vrai que c'était vraiment un plus pour l'ambiance du phare.
voilà, là, c'est vrai qu'il manque un petit peu, mais on arrive à... Je pense que voilà, c'est un plus si vous arrivez à le faire. Et la relation entre les deux clubs de supporters, parce qu'il y a déjà un club de supporters, nous on a un club de supporters déjà chez nous, la relation entre les deux. Au début, c'était un peu tendu. Enfin, il y avait, nous, il y a un côté, ils étaient beaucoup plus calmes qu'eux. Hein. Donc, on les a mis en relation. C'est pareil, on avait fait des réunions avec les deux clubs de supporters, le DJ, le speaker, pour justement essayer de tout cadrer. Donc, on avait essayé de mettre au premier temps mort, vous faites ça. Au deuxième, vous faites ça. Ça a duré un match. Après, ils s'en foutaient complètement. Donc, voilà. Mais bon, ça s'est bien passé. C'est bien passé. Alors, le premier club de supporters, ils disent, voilà, ils n'ont pas tenu longtemps. Nous, ça fait 20 ans qu'on est là. Donc, voilà, il faut jongler. C'est comme avec tout, avec les joueurs, il faut jongler avec les anciens, avec les nouveaux qui arrivent, il faut exclure personne, mais bon, il faut essayer que tout le monde s'entende pour le mieux. Et là, on essaye de les raccrocher. Donc ils sont un peu en guerre contre moi-même, et contre Alain Poncet, le président et moi, parce qu'ils pensent qu'on ne les a pas soutenus. Donc du coup, c'est Thomas, on envoie quelqu'un d'autre pour aller les chercher. Thomas est le responsable billetterie, donc voilà, ils vont revenir, parce que sur 120, il y en a 60 qui veulent revenir. Donc. Mais bon, le problème, c'est que les quatre ultras veulent rester à la maison. Du coup, moi, je raccroche avec une question qui a lien avec ce qu'on disait. Est-ce que les partenaires apprécient le fait qu'il y ait une ambiance particulière, que ça chauffe un peu, ou qu'en tout cas, il y ait de l'animation? Oui, je pense que c'est ce qu'ils recherchent et c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Là, grâce aux supporters, c'est vrai que du coup, on se disait, peut-être on n'a pas grand-chose à faire. L'ambiance électrique, c'était exceptionnel. Les gros matchs comme Paris, je peux vous dire que vous avez les frissons qui se dressent quand tout le monde crie ou quand on met la balle de +2 ou des choses comme ça. C'est des choses qui sont super importantes et je pense que c'est ça aussi que les partenaires recherchent. Donc, peut-être pas tous, mais certains recherchent aussi d'avoir des émotions, d'oublier sa journée de travail et d'être là-bas et de vivre des émotions avec sa famille, avec des clients, des fournisseurs. Et c'est vrai que c'est vraiment important. On essaye là aujourd'hui du coup de développer encore plus pour que le match de hand ce soit vraiment juste un prétexte et que on perd, on gagne, ils ont passé un super moment, l'enfant a joué là-bas avec notre mascotte, c'était super, voilà, pour inciter les gens à revenir et l'ambiance est très importante. Après, pour prendre l'exemple, la Fréga boude le phare, entre guillemets, mais va avoir des matchs de la N1 de Chambéry. Ils s'amusent tout autant, ils sont contents, ils sont heureux. Donc c'est pas le niveau c'est pas parce qu'ils sont en D1 qu'ils venaient nous voir, c'est vraiment pour faire la fête. Donc je pense que vous pouvez réussir à capter ces supporters-là. D'autres questions? Merci, ça marche. Il y a la mercerie Saint-Clément Handball. C'est un petit club, hein, on a deux catégories de tassins. Et puis on essaye de grandir. Donc j'ai pris récemment la présidence du fait de ma récente retraite après avoir dirigé une entreprise pendant 30 ans. Donc je vois un petit peu les deux côtés. J'ai l'expérience des deux côtés. Et un point qui pêche chez nous pour le moment, et je voudrais avoir votre commentaire là-dessus, c'est justement la fonction de commercial. Et je voudrais savoir où vous les trouvez, quel profil ils ont, quel type d'expérience. Enfin, voilà, j'aimerais bien avoir votre commentaire sur ce point-là. Les commerciaux, nous, alors, le premier, il était sorti d'une école de commerce de Chambérienne. Donc c'était en 2001, il est arrivé, donc ça fait un bon paquet d'années qu'il est à 17 ans. Le deuxième, c'était un commercial qui bossait aussi dans un club parisien. Donc on l'a recruté, et puis après, il y a une grosse partie où c'est le président et moi-même qui avons démarché les partenaires. Donc les compétences, c'est d'être à l'écoute, les compétences commerciales type, d'être à l'écoute, d'être disponible, de bien préparer ses offres. Après là, on vient justement, ce qui nous manquait au club, c'est qu'on n'avait pas le temps de s'occuper justement du commercial, parce qu'un commercial, il faut qu'il ait ses rendez-vous, il faut faire un suivi derrière, il faut lui demander comment ça s'est passé son rendez-vous. Et là, depuis 10 ans, personne ne le faisait. Donc on a un ancien partenaire là, qui travaillait chez Xerox, donc la grosse machine Xerox au niveau du commerce. Vendre des photocopieurs, c'est pas évident, donc lui, il savait très bien faire. On l'a mis là, il nous file un coup de main et il structure tout ça. Et on se rend compte que voilà, on se développe sur d'autres secteurs qu'on n'avait pas l'habitude. Il leur impose un certain nombre de rendez-vous par semaine. Et là, depuis le début d'année,
on sent vraiment du développement sur la Haute-Savoie, sur l'Isère. Donc voilà, mais après, les compétences, vous pouvez prendre, enfin, je sais pas, vous avez des chefs d'entreprise, les compétences, voilà, il faut qu'ils soient... on essaie de leur faire un discours, parce que le problème avec les commerciaux, c'est que là, typiquement, on leur dit de ne pas mettre le sport en premier, parce que si vous allez vendre, ouais, l'année prochaine, on va jouer la Coupe d'Europe, on va faire ci, on va faire ça. Il suffit que vous plantiez pour que derrière, le partenaire ne signe pas. Donc on leur dit, allez, il faut mettre en avant l'ambiance du phare, les 240 partenaires qu'il y a, la télé, des trucs comme ça. Et ça, c'est un petit peu plus dur à leur faire sentir, mais ils commencent à y arriver et c'est important. Après, je pense que Guillaume, toi, tu as peut-être... De mon expérience et pour répondre à votre question, des gens qu'on rencontre, bien souvent ce sont des anciens joueurs, des jeunes qui ont participé à la vie du club. Donc ça, je pense que c'est le rôle aussi du président de voir un petit peu s'il y a un jeune qui sort un petit peu du lot, qui aime le club, on reparle de valeurs, on reparle de tout ça. Mais moi, je rencontre, même que ce soit à l'OL, encore maintenant, ou le rugby, ça a toujours été des gens qui ont fait partie justement de leur club, mais surtout de leur sport. Donc voilà, ça, je sais que ça peut marcher, ça peut être fondamental. En tout cas, on retrouve, nous on a entrepris cette démarche-là aussi, alors de la cour d'école à la cour des grands, donc on forme aussi des jeunes, donc des contrats d'apprentissage. Et là, ça nécessite forcément un gros accompagnement. Donc, tu as de la chance d'être retraité, donc encadre ce commercial, parce qu'un commercial qui est tout seul, au bout d'un moment, il va dériver, quoi. Donc, il faut forcément l'encadrer, lui rappeler les vrais messages. C'est pas des messages sportifs, on l'a dit et on le redit. Hein, c'est les valeurs que l'on véhicule autour des salles, et voilà, c'est ça qu'on doit aller vendre sur le marché. Donc après, c'est comme toute démarche commerciale, il faut monter une offre de service, donc savoir ce qu'on a à proposer. Donc il faut déjà se connaître en tant que club, parce que si on ne se connaît pas, on va vendre du panneau. Hein. Il n'y a pas que ça. Donc, et là, si on commence à faire cette démarche interne, de savoir ce qu'est le handball, ce que nous on est là dans ce sport-là, et qu'est-ce qu'on peut apporter à nos partenaires. Mais là, on construit autour de ça une offre de service. Et après, on a des produits et la démarche qui en découle, quoi. Voilà. Mais après, forcément, les commerciaux, il faut les accompagner parce que très rapidement, soit c'est des anciens sportifs et je ne reste pas persuadé qu'il faut être un handballeur pour vendre du handball, parce qu'on ne vend pas le sport, donc on vend les valeurs. Donc voilà. Moi, par rapport à votre structure, puisqu'effectivement, je rajouterais que si vous aviez à faire le choix d'une personne donc, à recruter, encore une fois, sur un emploi, on serait plus sur une alternance au contrat de travail. Donc, si on parlait d'emploi, ça pourrait être un contrat d'apprentissage, puisqu'on a du bac plus 3 sur bac plus 5, ou sur... moi, j'ai vu un jeune là que j'ai positionné sur un bac plus 5 dans le domaine marketing communication, et on a des jeunes qui sont très performants là-dessus. Donc, pourquoi je dis contrat d'apprentissage? Parce que, bien entendu, c'est ce que je dis souvent, ça coûte pas cher à l'entreprise, et souvent on ne le sait pas, et ça coûte pas cher à une association sportive non plus. Voilà. Bon, après, il y a deux types de contrats, mais pour dans le cas de l'apprentissage. Et moi, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas qu'il soit non plus uniquement commercial. Quand je vous parlais d'un développeur, un agent de développement, je pense que j'ai l'exemple d'un club, notamment dans l'Isère. Il y avait 70 bénévoles, il y avait une petite structure au niveau départemental. Aujourd'hui, ils ne sont pas au niveau, mais ils sont 270 maintenant, 70 licenciés, pardon. Ils sont 270 licenciés. Ils ont 4 salariés dans l'entreprise. C'est un club qui joue au niveau régional dans l'Isère. Il ne joue pas en départemental, mais c'est complètement développé avec des développeurs. Donc, qui ont une compétence effectivement commerce. Mais on n'est pas, c'est comme dans l'entreprise, on peut avoir bien sûr qu'un commercial, mais dans une structure comme la vôtre, je pense aussi qu'il faut qu'il y ait une compétence commerce, mais aussi développement sur les projets sociétaux, voilà, et notamment sur l'événementiel, parce que l'événementiel, on retrouve à tout niveau, et l'événementiel, c'est marketing, c'est un peu de communication. Et là, vous avez des écoles ou des organismes de formation ou des centres de formation d'apprentis, je préfère mieux
la notion de centre de formation d'apprenti, hein, parce qu'effectivement, un apprenti ne coûte pas cher, encore une fois, contrairement des fois même à un stagiaire, donc on croit que ça coûte... et voilà. Donc voilà le conseil que je pourrais vous donner, allez recruter, et je pense qu'il y a des compétences, ces jeunes-là, en Bac plus 3, Bac plus 5, très intéressantes et qui apportent beaucoup, beaucoup à l'entreprise, à la condition, comme vous l'avez dit, en plus d'être à la retraite, hein, comme moi bientôt, et là on peut justement, parce que l'enjeu c'est l'accompagnement, hein, parce qu'il faut accompagner, voilà, donc moi ça serait un peu le conseil que je vous donnerais en tant que structure associative. Moi, je retiens qu'il faut qu'on recrute des retraités aussi, donc. Je voulais prolonger la question sur son expérience de l'Olympique Lyonnais à Guillaume, et aussi parce que on a connaissance d'une ancienne joueuse de la SUL qui aujourd'hui travaille au service commercial de l'Olympique Lyonnais. Mais est-ce que tu connais le profil des gens Je pense pas qu'il y ait de profil type. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit sociable, forcément, qui percute assez vite, dans le sens où on doit tout de suite cibler, je dis bien cibler, pas cataloguer la personne qu'on a en face sur les valeurs que eux dégagent, et voir si ça correspond avec nous, et savoir surtout si on peut leur apporter une réponse cohérente avec leurs besoins. Parce que ça sert à rien de vendre quelque chose qu'on ne pourra pas apporter aux clients, ce qui générera beaucoup d'insatisfaction. Un petit peu de micro pour le... Donc je pense pas qu'il y ait de profil type. Après, il faut bien avoir en tête que les écoles de commerce, pour en citer qu'une sur la région, Amos, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une école de commerce sur le management sportif, la communication, le marketing, etc. Ils sont basés partout en France. Ils ont des stages obligatoires. N'hésitez pas, je crois que c'est leur association qui est gérée par des étudiants qui cherchent toute l'année à mettre des étudiants dans des structures sportives pour tout type de stage. Et alors moi je les ai eus il y a pas longtemps, ils m'ont demandé si on avait de quoi pouvoir accueillir des stagiaires en contrat de stage ou en contrat d'apprentissage suivant les périodes et l'année où ils sont. Donc n'hésitez pas, eux ils sont à la recherche, ils ont du mal à trouver des stages dans les structures sportives, qui est leur cœur de métier. Donc il ne faut pas hésiter à les contacter et leur dire, écoutez, alors Saint-Chamond c'est peut-être loin de Lyon, et encore je ne sais pas si quelqu'un habite à Saint-Étienne et fait ses cours à Lyon, ça se fait aussi. Ils peuvent en tout cas le mettre dans leur brochure, leur listing de stages à pourvoir, et charge après aux étudiants de vous contacter. Donc peut-être au lieu de vous aller les chercher, dites que vous êtes en recherche à différentes structures, et peut-être que vous allez avoir d'excellentes surprises. En tout cas, pour ma part, actuellement, on a un stagiaire Amos. Il nous fait un travail vraiment exceptionnel sur le développement de notre partie fitness sur mon site. Y a-t-il d'autres questions? Quand même évoqué beaucoup d'éléments. On revient du coup au début et à la première question qui était la structuration, le staff, le management, le fait de proposer des équipes, de professionnaliser la démarche, et pourquoi pas de se professionnaliser, d'aller jusqu'à intégrer des jeunes gens en formation. Et Thomas en est un bon exemple, que les stages donnent des emplois, et des emplois à long terme. Est-ce que on donne un petit mot de conclusion en attendant que Laurent revienne? J'espère qu'il va revenir, qu'il ne va pas se perdre. Je vous redonne la parole pour un mot de conclusion chacun, peut-être, par rapport à la thématique. Il n'y a pas d'autres questions? Vous avez faim? Philippe? Bien écoutez, on a pu faire le lien entre le sport et l'entreprise. Moi j'insiste justement sur ce que j'ai vécu, sur ce qui s'est passé, et de renouveler justement la proposition de nous contacter si vous avez besoin si vous êtes plein de nos services, avec plaisir. Voilà, merci. On l'a déjà évoqué, mais donc les partenaires, ça reste des clients, donc il faut qu'il y ait une satisfaction client qui soit à tout niveau. L'expérience client rentre en jeu sur tous les volets. Il faut... Je me mets à la place des structures amateurs que vous représentez. Pour la plupart, il y a un fond de sujet qui est la partie RH, et de vraiment valoriser toutes les personnes, que ce soit les bénévoles, les volontaires, les dirigeants, les joueurs qui vous aident. Il faut vraiment les valoriser pour qu'ils
qu'ils aient vraiment le sens des valeurs que vous portez, qui sont généralement communes, mais il faut vraiment qu'ils se sentent valorisés et associés au projet de votre club. Et c'est eux le premier communicant vis-à-vis des partenaires, et c'est ce qu'ils vont rechercher, la proximité, l'aide, l'entraide vis-à-vis des joueurs, mais aussi des dirigeants et de tous, quoi. L'évolution, l'idée de prendre des joueurs pour aller faire le commerce, enfin le commercial dans le village, la ville que vous représentez, elle est riche de sens, elle est tout à fait correcte, quoi. Il faut vraiment axer là-dessus. Et voilà. Il y a une chose qu'il faut retenir, peut-être, c'est si on veut faire du commerce, il faut oublier qu'on fait du handball, ou qu'on a fait du handball. Donc on vend plein de choses, mais pas le côté sportif. Voilà. Moi, d'un point de vue marketing et communication, je pense qu'on a les mêmes contraintes, je veux dire. Peut-être nous à une échelle plus grande parce qu'on est un club professionnel, mais je pense qu'on peut se regrouper, comme essayer de trouver des événements pas trop chers pour les partenaires à côté, des choses comme ça. On a les mêmes contraintes. Mais voilà, soyez innovants et créatifs, c'est ma ligne pour Chambéry, et c'est ce qui, je pense, attire les gens d'aujourd'hui. Voilà. Non, après, le plus important, c'est de bien savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, et puis où vous voulez aller, ce que vous voulez faire avec votre club. Nous, on a fait ça il y a 20 ans avant, on partait un peu dans tous les sens. On a pris un mec spécialisé dans la com, qui nous avait fait un petit peu d'où on vient, où on va, comment on fait pour y arriver. Et depuis, on travaille là-dessus, donc je pense qu'à chacun à son niveau, voilà, qu'est-ce que vous avez à mettre en avant, qu'est-ce que vous faites mieux que les autres à côté. Voilà, je pense qu'il faut se démarquer, parce que dans un monde où il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'opportunités, de plein de choses. Donc voilà, il faut être, comme le disait Thomas, innovant et avoir envie de réussir. Voilà. En mot de conclusion, j'aurais tendance à dire que, effectivement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, en tant que président, ou si vous êtes dans une structure associative, il faut avoir ces deux projets. Le projet compétition, certes, et pour cela, on a besoin d'avoir des entraîneurs, des éducateurs, mais il faut surtout avoir un projet social et sociétal, parce que c'est, à mon avis, l'avenir des structures associatives. C'est ces structures qui innovent dans les projets sociétaux et sociaux qui vont permettre d'avoir des financements du secteur du privé, des entreprises, comme je disais tout à l'heure, mais aussi du secteur du public. Parce que même si les subventions sont en baisse, aujourd'hui, on voit qu'au niveau de l'État, qu'est-ce qui est mis en avant? C'est surtout ces projets sociétaux. Hein, c'est aujourd'hui mis en avant. Alors en plus, si on est des fois dans des situations géographiques, mais je crois que, et pour mettre en place le projet sociétal, il ne faut pas effectivement un entraîneur ou un handballeur, hein, pas nécessairement. Je l'ai vu à Lasvel, c'est pas forcément des personnes qui sont... Mais même dans une structure, c'est un développeur avec des compétences. À vous de les définir, si ces compétences, c'est peut-être plus des compétences sur le projet, plus des compétences sur le marketing, la communication. Et si vous avez à mettre en place un projet, ben effectivement, comme tout projet, il faut l'écrire. Parce que moi, je vois très souvent des projets qui sont encore pas écrits, notamment sur le point de vue sportif, et notamment sur les projets sociétaux qui vont permettre de générer des ressources et aider au développement de vos structures associatives. Parce que moi, je crois beaucoup au développement de ces structures associatives par ces projets. Il reste à vous remercier, messieurs, et de votre participation et de la qualité des interventions et des débats. Et vous remercier tous d'être venus ce soir. Ce que je vous propose pour terminer, c'est de boire le verre de l'amitié traditionnel du handball, et donc de passer, je crois, la petite porte qui est là, c'est ça, Claire ou Ludo? On passe par là, et c'est à 10 mètres apparemment. Voilà, donc c'est pas loin. Et merci à vous, et merci messieurs.